Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. On essaie toujours de trouver quel est le sujet pour ouvrir, le sujet que tout le monde va parler aujourd'hui, mais pas sûr qu'il y en a tant que ça. Pas sûr qu'il y en a tant que ça. Jerry, t'es salué, mon ami. Hola. Mr. White, le producer. Le producer. Le tigre est juste à côté également. Mon nom est Jeff Fillion. On est sur Radio Pirate. Non, j'ai pas réussi. Des fois, ça nous saute. Tu sais, on n'a même pas besoin de fouiller. Mon meilleur moment ce matin, c'est d'écouter Ketchuk, le joueur des Panthers de Floride, raconter dans un... Je sais pas quel podcast où il est, mais en tout cas, j'ai vu ça sur TikTok. C'est Joe Hamel qui nous a envoyé ça dans notre channel de sport. Et ça doit être le fun de gagner à coup cette année. Oui, hein? Ça doit être le fun en tabarnache. Ils ont fait un beau tour. Je pense qu'il n'a pas dormi pendant 3 jours. Incroyable. Incroyable, incroyable. OK, hey... J'ai des petites affaires. Je sais pas comment. Je sais pas comment commencer avec ça, mais allons-y. Je vais défendre ma gang de Jonquière. Il y avait une genre de rivalité naturelle, comme vous autres, probablement, avec toutes les autres villes autour. Donc, Charlesbourg devait être en chicane avec Sainte-Foy, avec... Oui. C'était laquelle la ville avec laquelle vous aviez le plus de misère? C'était pas Beauport. Non, c'était pas Beauport. Charlesbourg, tu veux dire? Ouais, Charlesbourg, non, Beauport cohabitait quand même pas pire. Oui, t'as plus frère. Oui, exact. C'était plus Sainte-Foy. Ouais, parce que les fraîchiers de Sainte-Foy. Oui, les fraîchiers de Sainte-Foy, puis un peu dans le coin d'Ancienne Lorette. Là. Ouais, OK. Ouais, je comprends. Loretteville, Ancienne Lorette. Là. OK. Comme nous autres, Chicoutimi-Nord, c'était Chicoutimi. On allait tous piquer le blond. Et ils nous haïssaient à mourir. Dans le temps, Charlesbourg était divisé en deux. Tu avais le nord et le sud. Oui. Le nord, c'était Orsainville. Exact. Autour de la prison. Je me rappelle très bien de ça. Ben oui. Saint-Émile, puis ce coin-là. Ça, c'était plus tough un peu. Oui. Ça, c'était le coin plus... ça, légèrement plus tough. C'est ça. L'autre était plus rough. Exact. Notre relation avec Jonquière était spéciale parce que Jonquière, c'était des gars d'usine. C'était les gars des papetières, c'était les gars des alumineries. Donc, Chicoutimi, c'était comme les peteux. Les Jonquière, c'était le côté industriel. Puis nous autres, à Chicoutimi-Nord, on était comme le coin des... on était les Russes du Saguenay, nous autres. On était les Russes du Saguenay. Il y avait un genre de Poutine qui était en tête de la gang, puis on était les Russes. On était vus comme les bombes, OK? On était comme les bombes. En fait, on pourrait même être les Ukrainiens. Les Ukrainiens, c'est des colis de bombes, quand on y pense. Puis, mais avec le temps, tu sais, on vieillit. Finalement, je suis même devenu chum avec des gars contre qui j'ai joué au hockey à Jonquière. Puis, mais c'était vrai que c'était tough. Les marquis étaient tough. Puis là, ce que je lis aujourd'hui sur Jonquière, c'est que au Walmart, vous savez qu'il y a un Walmart à Jonquière maintenant. Il n'y en a pas eu pendant longtemps à Jonquière. Il y en a eu ailleurs, mais il n'y en avait pas à Jonquière. Pourquoi? Parce que Walmart avait fermé le Walmart de Jonquière qui venait d'ouvrir. C'était neuf. Parce que la gang de Jonquière avait essayé de se syndiquer. Mm-hmm. Et il avait fermé le building. Je me souviens de cette histoire. Ben oui. Juste sur le bord de l'autoroute, il m'a dit de quoi. C'était spécial, là, tu sais. Donc, il m'a envoyé le message. On a dit, nous autres, on ouvre des magasins, mais si vous voulez vous syndiquer, on ferme le magasin. Boum, terminé. Puis, mais là, il y en a un. OK, là, il y en a un, puis il n'est pas syndiqué. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui vont vendre des patentes. Et je sais pas, c'est comme c'est-tu des vendeurs itinérants? Je pense que oui. Puis ils s'en vont dans les Walmart, puis ils se mettent une tente, puis ils vendent des patentes. Je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai jamais vu ça. Je pensais que Walmart ne tolérait pas ce genre de patente-là. Mais ça a l'air que... Quoi que dans un... Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un stationnement de Walmart où qu'un gars arrive en char puis te fonce dessus puis il veut te vendre une TV à écran plat? Ça m'est arrivé au supermarché. OK. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Ben, c'est ça. Walmart, Super C, ce coin-là, oui. c'est tout le même stationnement. C'est ça, dans les...
Moi, j'étais au supermarché. Je pense que c'était justement c'était le Maxi à Beauport. Toujours freakant un peu, ça. Oui, il arrive vite, là, puis là, ça presse, puis là... oui, j'en ai une, là, regarde, elle vaut 1000 piastres, j'étais à 200, je te donne, Oui. Des TV volées, là. Et tu veux pas... Il y a un numéro de série, elle est taguée, cette TV-là. Là. Elle a été volée, le monde... Il y a un bip-bip dessus, là. Mais ça arrive-tu encore? Moi, ça m'a... D'après moi, les gars, ils envoient des textos à cette heure. Oui. Parce que... Moi, c'est l'affaire d'il y a 20 ans. Là. Ah, non, j'ai eu ça encore. Ah oui? Ah oui, j'ai eu ça l'année passée. Des outils, des TV, toutes des affaires volées. Écoute, les magasins se font voler comme ça se peut pas. Les camions se font voler, les entrepôts se font voler. Mais dans la cour du Walmart à Jonquière... Tout se vole. Ben oui. Dans la cour du Walmart à Jonquière, il y a une tente, puis ça a l'air, d'après ce que j'ai vu. Je fais toujours attention aux reports. J'aime regarder les spotted Chicoutimi, spotted Jonquière, spotted... Tu sais, moi, je suis un gars de la place encore. Tu sais, moi, je suis pas... je suis parti du Saguenay, mais le Saguenay n'est pas parti de moi. Donc, je suis encore chez nous, pareil. C'est encore chez nous. Ce sera toujours chez nous. Et je regarde les moi, les spotted, j'adore. Non, moi, je suis très fan de spotted. Là. Non, c'est complètement crazy. Là. C'est la vraie vie. Là. T'es-tu avec un spotted voisin de marde? Non, j'ai pas vu ça. Non? Je te l'enverrai. Tu me l'enverras? C'est très, très bon. Ça doit être drôle en tabarnak. Ça, c'est tout pour vendre sa maison. Là. Si tu veux t'organiser pour vendre ta maison, va-t'en là-dedans, passe un commentaire. C'est sûr que la marde pogne. T'es pogné à vendre ta maison, t'avais 50 000 de moins que tu peux avoir. Ça, c'est une très, très bonne idée. Mais, donc, les gars sont à Jonquière, puis ils vendent des guenilles, je sais pas c'est quoi. Là. Puis, il arrive des jeunes de 18-19 ans, ils arrivent au Walmart en vélo, puis ils commencent à crier de la marde aux vendeurs, puis ils leur disent de retourner chez eux. OK? Puis, je vois ça le matin, puis je dis, OK, le monde est comme ça, comme dur un peu avec eux autres, là. Ouais. Là, je regarde l'article. Dans l'article, ça dit que ils ont traité de Palestiniens puis de crisser le camp chez eux. Et là, il y a des gens qui trouvent ça inconcevable. Jonquière. On va défendre ma gang un peu. Là. Je sais pas, ce gang-là, je les connais pas. Mais j'imagine qu'il est arrivé d'autres choses que qu'est-ce qu'il y a dans l'article. La gang de Palestiniens et leurs amis, là, sont très, très, très intenses de ce temps-là. Là. Et ils se magasinent des claques à la gueule, puis un peu d'histoire. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu peux pas passer tes journées à beugler, puis à faire des vidéos, puis à faire ce qu'ils font, puis pas provoquer quelque chose. Là. Tu sais, moi, j'ai pas ça en dedans de moi. Là. Moi, la phrase « retourne chez vous », je l'ai pas en dedans de moi. Mais depuis quelques mois, je l'ai. Regarde, asti, si ça fait pas qu'on ait choisi Israël parce que vos astis de bandits, on veut rien savoir, prends tes clics et tes claques, puis va à la place où tu vas être bien. Moi, je t'attache pas ici, là. Si nos valeurs, puis nos partenaires, puis nos amis, si pour toi, tu les aimes pas, puis c'est pas important, puis tu deals mal avec ce que nous, on aime, ben, on te retient pas, là. Moi, je te crisserai pas dehors, Pierre cul. Je ne dirais pas de t'en aller, mais les Palestiniens, puis tous ceux qui sont accrochés sur l'histoire de la bande de Gaza, puis le fameux génocide, là, ils sont rendus à penser que, tu sais, c'est tous des gens en passant, parce qu'il y en a beaucoup là, qui travaillent dans les partis politiques, de ce que je peux voir. Il y a comme le Parti libéral du Canada, il y a une élection partielle. Et dans la gang, il y a beaucoup de gens qui viennent de ces pays-là qui travaillent pour le Parti libéral. C'est le parti de l'inclusivité. OK? Et là, eux autres, ils disent « Hey, je reconnais pas le Parti libéral de Justin Trudeau. Ils nous ont abandonnés au profit d'Israël. » OK? C'est bien plate comme histoire, là. Mais je veux dire, c'est plate comme histoire, mais en même temps, je veux dire, c'est quelque chose qui nous montre clairement que des fois, on ne peut pas toujours vivre ensemble. Il y a des affaires qui sont des mismatchs. Je le dis souvent. Il y a des couples qui s'essaient sur Tinder, puis après une journée et quart, ils voient qu'ils n'ont aucun point en commun. Savez-vous ce qu'ils font? Ils s'envoient un texto où ils s'appellent puis ils se disent « Garde, je pense pas que toi et moi, ce soit un bon match. »
Ben, c'est un peu ce que je remarque. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que si on vient de te donner un privilège d'être citoyen chez nous, avec tous les problèmes que ça comporte, qu'est-ce que ça comporte comme problème? Ça comporte des problèmes de logement, des problèmes d'inflation, des problèmes de... Un paquet d'affaires, là. Bon, on fait des sacrifices pour accueillir beaucoup de monde. Il y en a qui vont dire beaucoup trop de monde. Mais en retour, on s'attend à... Tu sais, je ne veux pas imposer un genre de test de valeur parce que je trouvais que ça faisait un peu bizarre, ça. Mais à un moment donné, il va falloir que ça connecte quelque part. Et ceux qui disent, ben, ceux à qui on a donné un droit d'être ici, si vous passez vos journées dans la rue, puis vous passez vos journées à vous promener avec des patentes, des symboles de la Palestine, puis des histoires anti-juives, puis vous embarquez dans des patentes dans lesquelles on ne se sent pas vraiment concerné en partant, là. Oui, c'est loin, là. C'est très loin pour nous autres, là. C'est peut-être proche pour vous, là. Ben, peut-être qu'on pourrait s'arranger pour arrêter ça, là. Comprenez-vous ce qu'on... Donc, il n'y a pas de chicane. L'Égypte ne veut pas avoir de Palestiniens, là. Ben, c'est le pays d'à côté de la bande de Gaza, là. Ils sont à côté, là. Ils ont une frontière commune avec Gaza, là. Et ils ne veulent pas avoir de Palestiniens. Veux-tu savoir la raison? C'est quoi la raison? La raison, parce que le gouvernement égyptien veut rien savoir du Hamas. Ils veulent pas de marde chez eux. Moi, c'est le Donc, bout... on dit la patente, là. Moi, c'est le bout c'est pas, que je pas ne contre sais... le peuple. Voilà. C'est pas contre les Palestiniens en tant que tels. C'est l'influence du Hamas. Bon, et voilà. ils ont la chienne, parce qu'on s'est entendu que l'Égypte, c'est un pays... Je ne sais pas c'est quoi la population de l'Égypte, mais c'est énorme. Eux autres, et si le Hamas rentre des patentes là-dedans, on sait que ça peut virer mal en Égypte. On s'en reparle dans 10 ans, puis l'Égypte, ça va être à feu puis à sang. Exact. Bon. 111 millions de personnes en Égypte. Donc, les autres, ils veulent rien savoir. Puis moi, je suis pas Christophe, contre... Tu sais que les gens... C'est sûr que, il faut que tu décroches, Carlis, là. Tu sais, je suis pas contre ça, moi, les manifestations, pour que les gens... Puis, savez-vous quoi? Je veux dire... il y a des images que je vois de Gaza, puis j'ai mon cœur saigne aussi. Là, je veux dire, on n'aime pas ça. Moi, j'aime pas la guerre. J'aime pas... Mais tu sais, venez pas me faire à croire qu'il y a des snipers sur un building, des snipers israéliens, puis la seule chose qu'ils attendent, c'est que des enfants sortent dans la rue et les tirer. Là. Si vous en allez là, on ne peut pas se parler longtemps. Là. OK? Mais je sais qu'il y a des victimes civiles, je comprends toute la patente, puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je veux dire, même si j'ai aucun atome crochu avec les valeurs palestiniennes, parce qu'ils ont des valeurs arriérées comme le Christ, ben, je veux dire, c'est des humains. Donc ça si quelqu'un me dit, il y a une manifestation, on en est une fois, puis les gens, c'est pour les victimes de la guerre, autant israéliennes en passant que palestiniennes, là, je veux dire, d'un bord et de l'autre, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est plus que ça. Là. Et c'est pro-Hamas. Il est là le bug. C'est pro-Hamas. Hein. Le Hamas, c'est des calices de terroristes à marde. Je veux dire, on ne peut pas être à l'aise avec ça. Donc, je sais pas, je n'étais pas là. Je les ai pas vus, les kids. Mais que des kids de 18 ans crient à du monde qui sont genre palestiniens puis qu'ils le savent, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'un peu évident, puis il y avait genre... Ils se cachent pas bien, puis ils aiment ça. Là. Tu sais, les vidéos qu'on voit, tu sais, il y a beaucoup de choses aux États, il y a eu beaucoup de choses à Montréal, il y a eu beaucoup de choses à Toronto, il y a eu... Tu sais, on a été trop tolérants dans les derniers mois avec toutes ces manifestations-là. C'est sûr qu'il y a un ballon à avoir entre laisser les gens s'exprimer, puis manifester, etc. Mais à un moment donné, ça devient fucking too much. Puis, moi, je fais partie de ceux, et j'ai 0 sang dedans de moi, je vous le dis, là. J'ai 0 sang dedans de moi. Mais je veux vivre dans une place où il fait bon vivre. Puis, ces gens-là, ils aiment la guerre. Moi, j'y crois pas que ces gens-là, à un moment donné, on va faire une entente avec eux autres, puis que du jour au lendemain, il va y avoir la paix entre tout le monde. Ça n'arrivera pas. C'est en dedans d'eux. Ils viennent au monde avec une haine. Il y a une haine que tu ne peux pas arranger. Puis, je ne suis pas en train de la juger, leur haine. Je ne vis pas là avec eux autres. Je ne vis pas leur injustice qu'eux autres pensent, etc.
Mais je ne vais pas avoir ça chez nous. J'ai pas besoin. D'où J'ai ce mon qu'on lot de l'offre, marde, là. c'est ça. OK, on a nos affaires, nous autres. On a nos bebelles. J'ai pas besoin d'importer les problèmes des autres ici. Le Canada, c'est pas un pays parfait, là, on le sait bien. Mais non. Ça coûte cher vivre ici, puis il y a plein d'affaires. Mais il y a une affaire qu'on l'offre, justement, à ces gens-là qui arrivent d'ailleurs, puis qui viennent s'installer ici. C'est une forme de sécurité. Oui. C'est une belle place pour vivre dans la tranquillité. Bon, ben, ils sont en train de briser ça. C'est ça. Puis, C'est ça qu'on leur a offert. si vous pensez que... c'est pas pour- regardez, au Canada, c'est moins un peu. On n'a pas ce côté... On n'a pas ce côté nomade que les Américains ont. On a un côté un peu plus peureux, on est resté fidèle à la reine, etc., puis tout. La monarchie. Donc, on n'a pas ce côté aventurier, baveux, etc. Donc, les Américains, eux autres, sont attachés à des places où ils sont, mais je veux dire, ils ne sont pas attachés à une maison, ils ne sont pas attachés à rien. Donc, à un moment donné, s'ils voient qu'il y a des places où ça vire mal, ils s'en vont aux endroits où c'est bien. Donc, c'est pas pour... regardez le solde migratoire des États qui sont en perte de vitesse et qui perdent la population à vitesse grand V, et regardez les États qui se remplissent de monde. Bien, c'est les États où, justement, on ne tolère pas... oui, on a toléré une protestation à un moment donné, mais après 2 heures, il y a quelqu'un, on est là de te dire, OK, rentre chez vous, station, on a compris, là, goodbye. OK, merci, bye. Ça finit là. Les endroits où les manifestations durent des mois et des mois et des mois. Le monde, tu sais, moi, j'en ai plein le cul, de l'histoire. J'en ai plein. Je vois des vidéos se promener sur X là, de ces manifestations-là. Ils sont en train de se montrer. Regarde, what the heck? What the fuck? Tu sais, à un moment donné, on est en Amérique du Nord. On n'est pas parfait, mais on ne veut pas avoir vos vies, on ne veut pas avoir votre culture, on ne veut pas avoir le genre de chicane que vous avez à longueur de journée. On a déjà de la misère à s'endurer entre nous autres pour quelques affaires niaiseuses. On ne veut pas avoir vos bebelles. On les veut pas. Donc, sans rancune, on est capable de se dire, ben garde, toi, tu n'es pas à l'aise avec nous. Tu n'es pas à l'aise avec la position qu'on a, position officielle. Hey, Chris, c'est Trudeau, là. On s'entend que même lui, il ne va pas là, là. Ça veut dire qu'il n'y aura pas grand monde qui va y aller, là. Donc, ça veut dire que ça ne fit pas. Ouais, mais moi, je suis Canadienne, puis je suis né au Canada, puis je suis contre Israël. Ben, toi, tu t'organiseras, là. Pas à toi, je parle. Je parle aux autres qui sont venus ici, à qui on a donné un break, et qui n'acceptent pas qui on choisit comme amis, partenaires. Des partenaires, c'est ta vie, là, OK? Même si des fois, ils sont wrong. Donc, voici, vous le saviez avant, c'est ça le Canada. C'est ça le Québec. Ben, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on a juste à s'inviter. Donc, nous, on va rester chez nous. Puis vous allez peut-être vous trouver une autre place ailleurs. Ça ne fit juste pas. Comme des gens qui se voient sur Tinder. Il n'y a pas d'histoire de misogyne, puis de racisme, de ci, puis de ça. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est juste qu'à un moment donné, puis regardez, là, ça fait qu'il y a des jeunes de 18 ans qui se font traiter à la gang de Daumiens de Jonquière. Qu'est-ce que ça va, zéro Daumiens de Jonquière? Ils sont zéro Daumiens de Jonquière. C'est des Québécois qui en ont plein le cul de voir que les problèmes du monde entier sont en train de se ramasser ici. On les veut pas. Ça, c'est clair. On les veut pas. Ben, regarde, si pour une fois le dôme peut nous servir, on va s'en servir, je vais le faire. Il veut pas, moi, les problèmes d'ailleurs. D'autres, les terroristes, on les aime pas. Non, on les aime pas. On les aime pas. On Puis, veut pas. Non, les répercussions des terroristes, de ce que les terroristes font, ben regarde, c'est plate, c'est triste. Mais Chris, il n'y a pas de 7 octobre, puis on n'est pas en train de parler de ça là. Vous avez poké le bear. C'est ça. Vous avez poké le bear. Vous savez qu'il est 1 million de fois plus puissant que vous autres. Plus organisé, plus brillant. Ils sont très organisés, ils ont de l'argent à l'infini. Ben oui, voyons. Quelle mauvaise idée. Des barbares qui arrivent et qui tirent tout partout, puis qui... Regarde, on l'a vu en passant, le spectacle de Taylor Swift. Combien pensez-vous que ISIS voulait tuer de monde? Est-ce que c'est 5 personnes? Ils voulaient rentrer dans un stade en Allemagne, c'est ça? Dans le stade en Allemagne, le spectacle de Taylor Swift. Et les autorités, quand ils ont découvert toute la patente, le plan, c'était
un minimum de 10 000 personnes. L'Allemagne est bourrée de problèmes depuis qu'ils ont ouvert leurs portes. Là. La Suède est bourrée de problèmes. Imagine-toi, tu rentres dans un show de Taylor Swift, le stade est bien plein. Ah oui, toutes des filles de 18, 19 ans, 20 ans qui se font tuer. Là. Ben moi, je veux pas ça. Je veux pas ça faire. Moi, je veux pas ça. Moi, le 11 septembre, je me rappelle comme c'est hier. Là. OK? Donc, il y a des... Je suis pas en train de mélanger tout ça. C'est juste que on veut vivre comme avant le 11 septembre 2001. On veut vivre. Donc, déjà, les extrémistes de ces organisations-là ont empesté nos vies comme ça n'a pas de bon sens. Puis quand il y a des manifestations, j'ai comme l'impression que c'est un peu ça. Mais je suis content de voir qu'il y a des... J'ai vu une politicienne suédoise qui a dit... Parce qu'en Suède, il y a des gros problèmes avec ça. Là. Et les Suédois, c'est une place un peu comme le Québec. Là. Et là, la Suède est méconnaissable. Là. Il y a des histoires de viol, il y a des patentes. Les gros groupes vont essayer de rentrer à Charia dans leur genre de quartier. Ça n'a pas de sens. Elle a dit, non, elle dit, voici les valeurs d'ici, voici comment ça marche, puis c'est le même, that's it, that's all. C'est une jeune. Là. C'est sûr qu'elle va se faire piler d'en face par bien du monde. Mais beaucoup de monde qui ont peur de le dire, parce que c'est toujours épeurant de parler de ça. Tu as toujours l'air d'une mauvaise personne, tu as toujours l'air de quelqu'un qui n'accepte pas les autres, la différence, les autres peuples, etc., les autres races, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste de garder la sécurité, de garder le bon vivre. As-tu le droit de ça? Il me semble que oui. C'est un sujet de marde. Mais si vous pensez que l'altercation qu'il y a eu à Jonquière, c'est une affaire qui va arriver juste de même, c'est fini, mais moi, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Parce qu'ils ne diminueront pas. Il va y avoir d'autres manifestations, il va y avoir d'autres parades, il va y avoir d'autres... Il y aura toujours quelque chose. Là. Il y aura toujours quelque chose. Israël ne sera jamais correct. Notre position sur peu importe ne sera jamais correct. Il va y avoir des génocides partout dans leur tête. Il va y avoir plein d'affaires. Ça ne sera jamais correct. Ces gens-là vont, une fois qu'ils s'installent pour manifester pour leur patente, ils quittent jamais. C'est le désordre qui suit après. C'est le désordre pour l'éternité. On est même rendu à Jonquière. Moi, je voudrais retourner dans ma région, un de ces 4, justement pour avoir la crise de paix. Ben, il semblerait que même là, il n'y a pas de paix. À Jonquière, fucking Jonquière. Quand même. Tiens, sujet... Gros sujet, tiens, ouais. On est de même à Radio Pirate. On n'a pas peur de dire les affaires. Ça brasse un peu. Gilles Parent et Next. Le retour de Frank avec le premier moment de Yann et Frank sur Radio Pirate. Et on lance le week-end avec l'aubergiste sans oublier nos casquettes disponibles au fameux bar Vegas. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Gilles est en train de nous en raconter des bonnes, là. As-tu le droit de raconter ça? Ben oui. non. Ben non, ben oui. Ben oui, on peut, ben oui. Mais Alain Dumas, ton gars, ton chum... Ben, parce qu'on m'en parle souvent d'Alain. Ça a été Alain Dumas, Michel Morin, Gilles Parent, le Zoo. C'était quoi le plus gros personnage de Alain Dumas? C'était-tu... Jean Guilloud. C'était Jean Guilloud? Oui, c'était Jean Guilloud. Ça a été le personnage qui a été marquant. Oui, mais il a interprété, en fait, parce qu'au départ, c'était pas lui, mais il a fait le Docteur Gangrène, qui était très fort aussi. Il faut être honnête, là, il y avait des T-shirts, puis le monde. Encore des gens qui disent... Docteur Gangrène, aujourd'hui, ça peut pas... Impossible. Ça passe pas Ben non. L'abbé Brochet, il y en a plein. Des gens me parlent de ça, on dit tellement d'affaires. Ben, en même temps... Mais tu trouves ça triste, toi? Oui. Qu'il y a plein d'affaires qu'on pense à ça, puis on se dit... tout ce qu'on a fait, il y a 1000 ans, là. Il n'y a pas si longtemps que ça. On arriverait avec ça aujourd'hui, on serait cancellé tout de suite. Oui, il y a une... Je vais dire une rigueur, mais c'est même pas ça. Il y a une peur. Moi, je pense que tout ça est la peur. La peur pour les corpos qui sont presque tous en bourse, d'être flagellés sur les réseaux sociaux, de perdre leur réputation, de perdre le contrôle. Ils ont peur. Ayant peur, mais ça enlève du fun dans la place un peu. Là. J'ai eu le bonheur, d'ailleurs, je le dis pour les gens qui nous entendent, qui voudront écouter mon podcast sur gillesparent.com ou les autres plateformes, de parler à André Saint-Amand. Et, sais-tu, en jasant avec lui, je me suis fait plaisir, Jeff. Qui est André Saint-Amand pour... Parce que les gens de la radio... De Montréal, de la radio le savent. OK, d'abord, moi, quand je suis jeune, j'écoute C'est quoi?
Ouais. J'écoute C'est quoi? J'écoute Super Son Les Boirons. J'écoute Michel W. Duguay. Michel est un... Alain Monpetit, l'autre bord, à CKMF. À CKMF, Michel Jasmin. Ah oui, ah oui. Et la fin de semaine, dans la gang, parce que c'est quoi, là? C'était gros, c'est quoi? C'est quoi? Oh, aujourd'hui, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec ça, là. Non. Mais dans le temps, c'est des méga stars. Et t'as, entre autres, le Saint-Amand. Avec la musique du Saint-Amand. Tout doudou. Mais lui, à un moment donné, il a délaissé le micro. Il a bien fait. Puis il est devenu boss. C'est ça? Oui. Mais c'est bon que tu le dises parce que ce que je voulais dire d'entrée de jeu, j'ai eu un plaisir, à peu près le même plaisir que j'ai eu avec toi quand on parle de radio pendant une demi-heure. Je pense que les gens apprécient aussi parce qu'ils voient bien qu'on échange quelque chose qui nous passionne. J'ai eu le même plaisir avec André Saint-Amand. André Saint-Amand, c'est pas un gars que j'ai connu personnellement, sinon quand j'ai eu mon passage à MFM avant que ça redevienne Rythme FM, donc en 2015-2016. J'ai eu à travailler avec parce qu'il était rendu chez Cogeco. Mais André Saint-Amand, il faut juste comprendre que ce gars-là a commencé à triper sa radio à 7 ans. On en parle dans le podcast, on fait un peu... mais c'est un gars qui, surtout, à 27 ans, était directeur des programmes de C'est quoi à Montréal. C'est lui qui a amené Brathwaite le matin à Montréal pour les plus belles années du matin. C'est lui qui a été chercher François Pérusse pour faire les 2 minutes du peuple. Il faut comprendre. C'est pour ça que j'en parle avec... tu sais, puis Jeff, t'es un gars, toi, qui va reconnaître que des gens qui ont eu des idées de même... il m'a dit... D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le thème est bon, en disant on peut plus faire ce qu'on faisait dans le temps. Lui, il dit la même chose. Il dit, moi, quand j'ai rentré les 2 minutes du peuple, pense-y, là. À la petite voix vite, tout ça. Oui. Là, Bob DeBoard, Bob Beauchamp, il dit, tu chaud, toi, Chris? Oui. C'est quoi cette affaire-là de niaisage pour les enfants? Putain, non. Mais là, j'ai dit, as-tu hésité? Là, il a hésité à répondre à ma réponse. C'est vraiment très drôle dans le podcast. Un bon blanc bien placé. Ouais. Il dit, pas tant que ça. Il dit, Chris, j'y croyais. Non, c'est ça. Puis quand on est jeune aussi, on se questionne pas tant que ça. Mais c'est quand on le feeling, on est prêt. Go, ce qu'il a dit, c'est que j'ai eu la chance, sur une antenne d'1 400 000 personnes, de pousser une affaire de même, avec les boss qui ont dit, OK, ouais. hey, aujourd'hui, il y a eu un comité, puis tu malade, on prend pas de chance. Il y a eu 3-4 plaintes. Parce que les plaintes, dans le temps, c'était plus. Il y a moins de courriels, puis tout. Fait que c'était quelqu'un qui écrivait, là. Oui. Puis ça arrivait 3 semaines après. Ou quelqu'un appelait, là. La mais réceptionniste s'arrangeait avec. OK, il disait, le boss, il file pas aujourd'hui, il va le laisser faire. Je lui dis pas. Oui, c'est ça. Exact. Il y avait un petit côté artisanal. Mais t'as-tu pensé? C'était big, mais il y avait un côté artisanal. Pense au pouvoir des plaintes. Pour des compagnies aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Aujourd'hui, asti qu'ils ont peur de tout. Tout. Ils reçoivent 2 emails, la panique pointe dans la place. Ils sont complètement... Là, c'est une gang de molles. C'est des faibles. C'est des faibles. Ils vont faire, moi, ce qu'on m'expliquait, parce que je suis plus depuis 2017, je suis plus à Radio Commerciale comme tel, mais on me disait que même aujourd'hui, s'il y a une plainte qui semble assez sérieuse ou un sujet assez sérieux, les patrons vont, pendant une pause, vont aller voir l'animateur. Ça travaille bien, tu as 4 heures à faire, puis là, après 1h20, ils viennent voir. Quelqu'un vient nous écrire. Ouais, ils viennent nous écrire, là, on n'aime pas ça, fait qu'on va faire un petit meeting après. Toi, il faut que tu fasses 2h30 de performance après ça. Tu sais pas trop c'est quoi, il n'y a pas le temps de te le dire. Moi, je peux te dire une affaire. C'était le même, ça avait été le même dans mon temps. Regarde, ma carrière aurait fini à 29 ans. Là. J'aurais fait autre chose. J'aurais été plombier, j'aurais fait autre chose. Et donc, il n'y aurait jamais personne qui serait venu me voir, me dire, il y a un meeting dans 1 heure après ton show, là. Voyons donc. Je peux pas te le dire tout de suite, en plus. Voyons, Chris, m'a sacré un coup de poing dans le côté de la face, sort du studio, regarde, je peux plus te voir. Là. Mais lui, là, d'abord, il est retraité aujourd'hui? Et maintenant, il est semi-retraité, c'est ce qu'il dit, puis il est consultant. J'ai su par la bande, en jasant avec, mais il ne me l'a pas confirmé, mais j'ai su qu'il a été consultant dans l'histoire de Cube et de Leclerc Communication. Donc, probablement que Leclerc, il a posé des questions sur est-ce qu'on devrait rester musical. C'est un gars qui connaît quand même ça. Là. Puis il y a eu, dans sa besace, il y a énormément de succès. Quand il est arrivé à Cogeco aussi, il a relevé, c'est quoi la moins bien, puis il avait été switché. Ils ont 3 antennes à Montréal. C'est un francophone, dans le fond. 3 francophones, ça c'est rare. Là. Exact. C'est une exception, dans le fond. Fait que c'est pour ça que lui, il s'attend à ce que ça soit étonnant. Ça serait étonnant que CRTC intervienne dans l'histoire de Cube. Parce qu'il dit déjà, si c'est Cogeco qui se plaint, il va dire, regardez, vous avez 3 poids, fermez vos gueules. Il ne dira pas de même, ça reviendrait à dire ça. Ouais. Mais lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est on n'a pas le choix, encore une fois, Jeff, quitte à passer pour des vieux râteaux, de se dire, on va passer dans le bon temps. Parce qu'il dit, on pouvait faire des erreurs. Puis il dit, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, il dit, moi, je suis allé donner un cours à l'ATM, au Saguenay, l'endroit d'où viennent plusieurs talents, hommes et femmes du Québec. Ouais. Depuis 20 ans, ils en ont formé en tabarouette. Okay? Ouais. 3 ans d'art et de technologie des médias, radio, télé, production. C'est là que ça se passe, beaucoup. Et il dit, j'étais là, puis 80% des gens qui font soit du micro ou soit de l'écran, parce que c'est le même qui me le dit,
Il dit, j'aurais demandé, je suis allé dans une classe, 80% de la classe, ils voulaient faire. C'est quoi, ils voulaient faire? Influenceur. OK. 3 ans là-bas pour devenir influenceur, savoir les angles de caméra, qu'est-ce qui punch, être punché, puis tout. Là, il dit, c'est parce que, il dit, c'est plus glamour être gars ou fille de radio, ça n'existe plus. Non, des gens qui veulent faire ça. Fait que je dis, il dit, t'en as vu du monde qui sont nés de la radio, comme Jeff Fillion, comme Paul Arcand, et il y en a d'autres, des Jacques Proulx, puis du monde qui ont fait des carrières. On en a vu plus dans le temps. Aujourd'hui, il y en a moins, de moins en moins, puis tu t'en verras plus. Personne ne veut faire ça. C'est pas glamour, c'est pas... Puis en plus, c'est pas... Comment dirais-je? Pas glamour, c'est pas payant, c'est plus payant. Ouais. Les salaires, aujourd'hui, ont baissé de 30 à 40 dans le marché commercial, me dit André. Wow. Je le crois. 30 à 40 c'est pas 3 là. Ouais, c'est parce que la vie coûte 30 à 40 plus cher en plus, donc c'est quasiment c'est une drop encore plus grande. Les revenus sont plus là. Non, les revenus sont plus là. Ah, c'est triste, pareil. Oh oui, Puis- c'est triste. puis, On tu a sais, une un industrie marché qui comme a Montréal- été... On la conjugue quasiment au passé. Exact, Quasiment. exact. Puis on le voit dans la transformation de Cogeco avec le départ de Paul Arcand. Hey, ça brasse, hein? Ça brasse en Christ. L'histoire de mon chum Martin Spalding, qui a été boss officiellement pendant quelques heures. Il y a du monde là-dedans qui n'ont pas aimé ça. Ils ont fait virer la compagnie de bord. La compagnie a l'air d'une compagnie broche à balle, comme ça se peut pas. C'est une humiliation publique terrible pour Martin Spalding, ce qui se passe à Cogeco Montréal. Puis, quand tu regardes ça, tu te dis, l'industrie ne s'aide pas non plus. Ils n'ont pas formé leur relève. Tu sais, la preuve, tu es là, tu fais du podcast, je suis là, je fais du podcast. Pendant ce temps-là, on prend des gens qui n'ont jamais fait de radio, puis on essaie de faire d'eux autres, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, des gens de radio. Mais tu sais, moi, demain matin, Mais non. je peux pas devenir chroniqueur à la presse. Bien, l'inverse non plus. Tu sais, Non, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais Patrick Lagacé, il s'en tire pas pire. » Oui, mais il s'en tire pas pire parce que c'est un show à la CKC de 1982 où il y a des cases formaté, avec bah très, oui. très, très formaté. Puis n'importe qui peut faire ça. C'est du passage de POC. Faut que tu sois capable de Mais parler. tu vas pas puis chercher ouais. le monde de même. Tu vas pas Non. chercher le monde de même parce que tu sens jamais le vrai de la personne. Tu sens jamais les couilles qu'il peut avoir. L'intuition, les couilles, c'est ça. L'intuition, tu sais, le guts qu'il peut avoir. Tu sens pas ça. Donc, dans ce format montréalais-là, ça peut marcher. Mais ailleurs dans le monde, ça peut pas marcher. Donc, s'il y avait eu une vraie radio, comme Québec l'a fait, je pense, Montréal vivrait quelque chose de différent en ce moment. Mais là, juste Cube. Tu sais, tout le monde dit Cube, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Sauf que j'ai écouté quelques extraits. J'en ai fait écouter un tantôt avec le lab de Mr. White sur la version Prime de Radio Pirate. Tu sais, c'est Normand Lester qui bitch Trump pendant 20 minutes avec ma tante... Sophie Durocher. Ma tante Durocher. Okay, ma tante tannante. Puis là, c'est... Mais je veux dire... Ça, tu l'entends au 98.5. Pourquoi tu arrives avec une nouvelle radio et tu fais la même affaire? Je veux dire, ça donne à rien. C'est comme si toutes les stations de musique jouaient la même musique. Oh, ça arrive aussi, ça. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te distingues dans ce que tu fais. Il faut que tu sois original. Sais-tu, je me pose une question. Le pire, c'est que j'y ai pas pensé avant, mais là, parce qu'on est sur le sujet j'allais dire, de la difficile transition de Paul Arcand à autre chose, parce que dans le fond, tout ça est lié. Là. Tout ça est lié. Oui. Ça a brassé, il ne savait plus trop qui mettre. Puis mais moi, je me pose une autre question. À mes yeux, selon ce qu'on m'a expliqué, selon ce que j'ai vécu, d'une certaine façon, je pourrais exprimer ce que je pense. Comment ça se fait que dans tout ce brouhaha-là, justement, Jeff, on va chercher quelqu'un chez Vidéotron, dans le cas de... c'est ça, dans le cas de la présidente démise, là, celle qui... ils ont été allés la chercher, ça faisait pas plus qu'un an ou une couple d'années. Mais la question est la suivante. Dans les officines, dans les bureaux de Cogeco Radio, Média, appelons ça Média à Montréal, il y a eu un gars comme Michel Lorrain qui a marqué... Moi, c'était un des bons que j'ai vu passer. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je sais qu'il y avait des bébites, mais on a tous des bébites. Il y a un Pierre Martineau qui est là, puis qui a monté, mais qui est comme stallé, là. Oups, comprends-tu? Là, mais Kim, c'est un gars qui a monté beaucoup. À Québec, il a fait sa marque. Il est arrivé à Montréal, directeur des programmes, directeur général. Lui, c'est sûr qu'il s'en va là. Ils le prennent pas. Zéro. Puis Pierre Jobin est arrivé tambour et trompette à Montréal. Puis là, il est rendu à la retraite et il a qu'il arrête. Bon. Sa fille elle travaille maintenant à TVA. On la voit, Anne-Sophie Jobin, je pense. Et donc, moi, je dis ces 3 personnes, Jeff, tu sais, c'est pas excitant pour les gens qui nous entendent. Je veux juste vous dire que c'est du monde qui, en théorie, sur papier, aurait pu être là, parce que c'est des gens de radio beaucoup, là. Ah, mais ils veulent pas ça. Et non, c'est ça. Ils veulent pas Tu ça. te rends compte qu'ils veulent pas, Jeff, parce que, tu sais, ils ont de la radio dans le corps, ces gens-là. TV, radio dans le Mais corps. ils veulent pas ça. Ils veulent Non, je sais pas, ils veulent des... Peut-être plus maniables. Ouais. Souvent, c'est ça. On dirait que les gens qui peuvent sauver cette industrie-là, ils les prennent pas. Je sais pas pour quelle raison ils les prennent pas. Donc, ils courent un peu après leur mort. Puis malheureusement, ben, regarde, nous, on a été élevés là-dedans, puis les gens ont tous été influencés par la radio. La radio était importante dans la vie des gens. Mm-hmm.
et elle va disparaître comme ça, sans que personne s'en préoccupe. Je trouve ça triste. Il y a un fond de moi qui trouve ça vraiment, vraiment triste, mais en même temps, il y a un bout de moi qui me rappelle qu'ils ont couru après un peu la manière qu'ils l'ont délai. Regarde, Jeff, mettons, toi, ce que tu as fait, bon, tu as eu des malentendus. Moi, on sait comment ça a fini carré un peu. Les médias ont décidé que je n'étais plus là. Mais peu importe comment ça se passe, regarde, une des tendances qu'on dit être de plus en plus forte, c'est les gros noms aux États-Unis, en Europe, quittent la radio commerciale puis lancent leur podcast ou leur canot ou leur site en ligne, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les simple. frères Kelsey ont signé 60 millions hier. 60 millions, 3 ans. Mais regarde, plus que ça. Ça leur donne 30 millions par année. On a parlé de gros noms qui sont passés là. Toi, tu l'as fait, tu es sur les podcasts, mais dans les faits, ça, c'est mon analyse, c'est personne, je n'ai pas eu de communiqué pour ça. Là. Dans les faits, Paul Arcand, là, il débarque de la machine, il reste associé, mais là, il est comme 100% lui-même là-dedans. Il n'est plus dans la circulation en 10 minutes, puis ça. Puis dans les faits, il a mon âge, là. Il a 63 ans. Là. Oui. Il n'est pas à bout d'âge. Lui, il s'en va faire des podcasts, il va en faire à chaque... Puis d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas si de bonne humeur, parce que ça devait commencer, puis finalement, dans le trou brouhaha, ça passe 8e. Là. Fait que, tu sais, quand tu n'es plus là, tu n'as pas le même impact. Fait que lui, il est en dehors maintenant, parce que, bon, il a eu son package. Puis... OK, ça ne pourrait pas le lancer. C'est pas lancé. C'est pas encore fait. Wow. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le rentrer dans la lignée des gens qui continuent à faire leur métier ailleurs qu'à la radio commerciale, parce qu'il est débarqué. Lui, il fait des contrats, c'est correct, là, puis il va faire ça, parce que c'est un maniaque, puis dans le fond, comme bien d'autres, puis je veux pas le blâmer, parce que par moment, je me dis ça aussi, qu'est-ce que je ferais d'autre? J'ai fait juste ça toute ma vie. C'est Arthur qui disait ça, il dit, je sais pas quoi faire d'autre chose que de la radio, j'ai fait ça toute ma vie. Il a quand même vie. fait de l'autobus. Oui. Ah oui. C'est quand même un peu loin de ce qu'il faisait, mais en même temps... Je pense qu'il aimait ça, la bus. Il adorait ça, la bus. Je pense qu'il adorait ça. Je me demande s'il n'a pas plus aimé ça. Et en passant, je fais une plug, mais c'est juste pour les maniaques d'Arthur. Il y en a beaucoup de maniaques d'Arthur. Mais l'entrevue, le podcast que j'ai fait avec lui sur l'autobus, il y a des moments magiques là-dedans. À un moment donné, tu sais, là, on reconnaît, d'abord, le conteur exceptionnel, mais on reconnaît aussi l'homme, comment il se décrivait, puis comment il était pour vrai. Quand il raconte qu'il est dans l'autobus, puis il disait le dimanche soir puis le vendredi soir, c'est le switch des enfants. Là, il vivait ça, il allait dans le bas du fleuve, Saguenay. Fait qu'il faisait la ronde de lait, lui, tu sais, Rimouski. Fait qu'il dit, la fille de 8 ans s'en va chez Pépé pour la fin de semaine. Puis souvent, il y avait des parents qui disaient, écoutez, au chauffeur, mais là, c'était M. Arthur, telle fille, la petite Lydia est en arrière, ben, pas de problème, on s'en occupe, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, Arthur, il dit, il est dans le parc de Laurentides, puis il s'arrête. Mais il raconte ça, là, je peux pas le raconter, je vous dis. Il raconte ça de façon exceptionnelle. Il a tassé l'autobus sur le bord, parce que lui, il checkait en conduisant, il savait qu'il n'y avait pas eu l'avis, il y avait une personne qui était là, un jeune ou une jeune, je me souviens pas, c'est pas important. C'est important de savoir que c'est quelqu'un d'autour de 10 ans, là. Mais il voit qu'il y a quelqu'un qui s'est assis plus près de cette personne-là. Un homme, tu sais, bon. Fait que ça le fatigue un peu, mais tu sais, en même temps, il a le droit de changer de place, pas de trouble, mais il fatigue, puis à un moment donné, il arrête. Dans sa tête, il pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Il n'est pas sûr. Il trouve ça bizarre, puis l'autre n'arrête pas de le regarder, puis tout. Fait, il prend pas de chance. Il arrête l'autobus. Il se parque. Il s'en va. André Arthur, 6 pieds 4, 300 livres, il s'en vient en arrière. Il parle pas au gars. Il parle à la petite fille. Salut, ça va bien? Il dérange-tu, lui? Le connais-tu? Ouais. Est-ce que tu connais? Hein? Est-ce que tu connais cet homme? Ouais. Non. Toi, tu prends ton cul, tu t'en vas t'asseoir là. Si tu bouges, tu te sors par la fenêtre. Ça, c'est clair? Ouais. Entre-temps, il a appelé, puis il y a eu de la visite. Quand il est arrivé à la destination avec... mais tu sais, il raconte... Mais je suis pas surpris, parce que c'est un gars, tous ceux qui l'ont... Écoute, je dis pas ça pour faire son honneur, je vais vous dire les faits. Tous ceux qui ont voyagé avec André Arthur, puis qui ont fait des voyages à New York avec André Arthur... tous des beaux voyages. Ah oui, ils ont dit, c'est un gars d'abord d'une culture exceptionnelle. Oubliez pas d'aller manger un smoke meat à telle place. Tu sais, c'est un gars, un fin gourmet. Puis pas juste des mélanger un peu de coke diète avec du coke régulier. Pour enlever le goût métallique. Oui. Mais tu sais, les gens disaient, il est sympathique. Il est sympathique. En tout cas, je vous dis, c'est drôle de parler de ça, ça reste. Puis, on peut pas... Moi, j'espérais, tu sais... Sincèrement, je me disais, des fois, mes enfants disent « Ah, t'es un peu... Non, c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire. Puis effectivement, t'as raison. Je trouve que ça pour ceux qui ont croisé André dans leur vie, ça tu sais, mes fils, des fois, ils me trouvent un peu...
que je vieillis mal en voulant dire, ouais, c'était mieux dans le temps. J'ai dit, j'aimerais ça vous dire le contraire. Puis sincèrement, je pense pas que je serais jaloux. J'aime ça entendre des gens de talent. J'en entends ailleurs, j'en entends à la radio, j'en entends en podcast, j'écoute, tu sais, il y a des gens que j'entends, des fois des intervieweurs, je me dis, tabarouette qui est solide. Ouais, mais moi, je vais te dire une affaire, OK? Je suis pas jaloux. Mais c'est ça. Mais ça, c'est. Mais je suis nostalgique un peu, oui. Ouais, mais, garde, t'as le droit de le dire, Carlis. Ben oui. OK? T'as le droit de le dire. On a fait 2-3 affaires aussi, là. Oui, t'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire. Comme moi, souvent, tu sais, je veux dire, les gens talentueux, on les connaît, là. Tu sais, on les connaît, j'ai pas besoin. Mais ce que je remarque, c'est que ceux qui perdurent sont ceux qui sont souvent avec un talent dans plusieurs domaines. Average. Ben, tu sais, la série Succession. Dans le sport, c'est le même aussi. Là. Oui, Succession, très bon. Succession, on l'a vu, là. Il y a de Tu sais, Tom, il monte jusqu'en haut, c'est le plus average de toute la gang, là. Mais il suce, il tête, il dit tout ce qu'il faut qu'il dise, il est wise d'une certaine manière. Puis la société est devenue comme ça. Elle ne recherche plus les meilleurs parce qu'elle sait qu'avec les meilleurs viennent une boîte de problèmes, ils viennent une boîte d'histoires, ils viennent des. Et tu veux un coup? Souvent, c'est plus cher les meilleurs. Ben oui, oui. Si tout le monde veut le meilleur ou la meilleure. Ça coûte cher, ils ont un caractère, ils ont un ego. Le succès amène aussi d'autres affaires que tu vas te faire spotter un peu plus, va te faire checker. Donc, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui fait juste là, va vivoter un peu, tient la patente. C'est le même. Notre société est devenue beige de même. Puis, Chris, c'est ça, c'est les plus faibles qui mènent la patente. Moi, ma frustration, pas du milieu dans lequel j'étais, j'en ai rien à foutre, je suis très heureux dans ce que je fais, mais la société en général, c'est le même en politique, c'est le même dans le sport, c'est même partout. Ça prend maintenant des gens qui ne dérangent plus. Hey, à Montréal, on n'a pas été capable de toffer Piqué Souben, tu sais, pour montrer, il est tannant, il joue du rap dans la chambre, etc., des affaires complètement folles. La minute que quelqu'un est comme coloré, la minute que quelqu'un prend un peu trop de place, la minute que quelqu'un est un peu trop talentueux, au-dessus de tout le monde. Il sort la tête un peu du groupe, ça marche pas. On lui coupe la tête. Dans la société d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et on va le démolir parce qu'on va y trouver des affaires. On va y trouver des affaires. Ben oui, c'est sûr, on va y trouver des affaires. Jeff, il faut que je fasse un peu de millage sur ce que tu as dit sur Piqué Souben. Je trouve ça intéressant. Parce que je jasais avec Gaston Terrien, que moi, j'aime beaucoup. Un gars sympathique, excellent mauvais joueur de golf. Fait que ça me permet de mieux passer quand je joue avec. Mais à un moment donné... Et vous connaissez comment? Par Charles Perrault, c'est un ami, en fait, Charles l'a engagé, mais par RDS. OK, en fait, mes amis d'enfance, c'est deux gars qui travaillent à RDS, Alain Grec et Charles Perrault. Les autres RDS se sont fait des chums. C'est ça, ça, c'est devenu des chums. Et c'est un gars sympathique? Ah oui, vraiment sympathique. Puis, tu sais, il est passionné du hockey, mais sur Piqué Souben. À un moment donné, c'est le genre de gars qui va te dire exactement ce que tu as dit. On n'est pas capable de l'endurer, mais il dit, moi, là, ce que les dirigeants ne comprennent pas, je me promène à partir de 6h30 dans le Centre Bell. Je m'en vais dans les cursives, sous les cursives ou les restaurants. Je me promène dans les estrades. Je suis curieux, je regarde partout. Puis je vois 3500 gilets Piqué Souben dans le dos. Oui. Chris, le monde, ils viennent pour voir ce gars-là. Arrêtez des écraser, des échanger puis des crisser dehors. C'est plate, mais... Christian Rios. Il a pogné le cul de la femme du président. I don't fucking care. C'est ça, là. Ça glace, c'est-tu pas pire? Arrangez ça, puis ça finit là. Donc, le meilleur de toute la carrière de Chelios s'est passé ailleurs. L'adultère, première fois de la vie que ça arrive. Ben non, les joueurs de hockey qui pognent le cul des filles chaud d'ail. C'est toujours arrivé. Tu ne changes pas un gars pour ça, je vais le faire. Sinon, tu n'as pas d'affaires dans le hockey, va-t'en, c'est pas grave. Là. Il y a moyen de travailler autrement. C'est sûr que c'est pas acceptable, on comprend, là. Mais en même temps, c'est pas vrai que c'est le plus gros problème. Tu peux régler, tu peux t'asseoir, aller voir ça avant de dire on échange le gars. Puis de toute façon, tu penses tu t'assois avec, tu dis, regarde, là, dis à Madame Chose là, de venir, puis on fait une réunion, puis on va dire, excusez-moi, Madame Chose, je m'excuse, j'étais chaudette un peu, puis Monsieur Chose. Vous réparer, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Oui. Mais sais-tu qu'en sacrant un gros joueur dehors sans raison, tu rends ça pire, les gens vont fouiller encore plus. Oui. Fait que si tu penses à aider la personne, d'après moi, tu es nuit. Parce que quand c'est public, c'est pas pareil. Quand c'est gros public, je dis pas qu'il faut pas que ça sorte. Mais si tu es capable de gérer ça à l'interne, il y a bien des compagnies, on le voit bien là, dans le football. Là. Le football, tu sais comment c'est le football américain. Ils gèrent des hormones tout le temps. Oui, des égos gros, démesurés comme ça se peut pas. Il faut qu'ils gèrent tout le temps des problèmes comme ça. Ben oui. Je veux dire, s'ils mettaient chaque joueur qui font des coches mal taillées, les clubs seraient petits. Là. Tu sais, la société, là, on est des humains. Et l'humain, il est pas parfait. On peut pas demander ça.
Parce que là, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la société, de prendre tout du monde drabe, un peu plate, c'est que on est dans le no-fun zone. C'est pas réaliste non plus. C'est pas réaliste de tout. Fais le lien avec les Canadiens, du monde plate. Moi, j'étais pour, puis je sais pas que j'étais le seul, là. Moi, je voulais nommer Subban capitaine du Canadien. Bon, t'es-tu malade? Subban capitaine. Mais non, mais le Canadien a choisi Pacioretty. Ah ouais. Ben oui, quand même. Ben, vois-tu là? Ils ont mis un curé. Ils ont mis un curé. Un curé détestable, en passant, si je me fie au livre du gars qui était oui, du vestiaire. Oui, il n'était pas... Il n'était pas très gentil. On parle de notre domaine, on parle du monde du sport, tout ça, puis on parle de gens qui ont marqué ou de personnalité. Mais vois-tu, c'est au-delà. Moi, je suis dans ce domaine-là, j'ai travaillé dans les médias, j'aurais pu travailler dans d'autres choses, mais finalement, j'ai travaillé là-dedans. Mais quand j'écoute, mettons, l'analyse, surtout dans les séries de la Coupe Stanley, puis Piquet Subban est là, je change pas de poste. Non, c'est ça que je veux dire. Don Cherry, dans le temps, on changeait pas de poste. Il donne un show à ESPN. Complètement. S'il n'est pas là, ESPN sont morts. Je ne bien pas. C'est qui est avec? C'est Marc Messier. Même dans les annonces de Pringle, il est plate. Il est plate en joie le vert. L'autre à côté est craqué, puis il est tout le temps un peu en train de dire. C'est ça qu'on aime. C'est le prix. Pourquoi la musique a marqué tant d'affaires en 1970, 1980, en 1990? Checkez les bands, checkez les numéros qu'on avait. C'était des faiseux de troubles, du monde complètement imparfait, du monde qui couchait avec plein de femmes, du monde qui... Mais c'est ça qui faisait qu'il était créatif. De même, c'est ça qui faisait que cette époque-là était fantastique. Par après, on voulait tout le monde parfait, puis il faut punir la minute que quelqu'un fait une erreur. Ça inclut nos enfants en passant, puis ça inclut dans les écoles, puis ça inclut partout. Puis c'est ça qui fait qu'on est une société qui est éteinte. Et moi, je te dirais hypocrite. Je mettrais aussi hypocrite. Parce que pensez-vous qu'on a arrêté d'avoir des pulsions? Pensez-vous qu'on a arrêté de penser à des niaiseries? Pensez-vous qu'on est tous parfaits dans notre tête? On est des êtres humains. Fait que, tu sais, finalement, plus de choses ne sont pas dites, sont peut-être faites, on ne sait pas, je ne veux pas juger. Mais l'humain ne change pas, dans le fond. Mais non, l'humain, il reste le même. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, tous les psychiatres et psychologues vont dire qu'il y a des menteurs dans la salle parce que, tu sais, tout ce qui s'appelle perversion, autant le jeu, que tout ce qui a de troubles qui peuvent être. On n'a pas changé. Ils étaient là, mais ils sont encore là. On a changé le paraître. Mais le fond est le même. Là. On est les mêmes. Là. On a tout. Avec les époques, les bebelles changent. Là. Nos histoires où ce qu'on est de travers changent. Les bandits vont plus faire des vols d'un banque, ils les font par texto. Ouais. Mais je veux dire. Il reste des bandits. Mais il reste des bandits pareil. Là. On essaie de faire semblant qu'on est dans une société qui se fait semblant d'être parfaite, mais c'est impossible. Ça n'arrive pas. C'est impossible. Plus de Gilles Parent sur la version Prime de Radio Pirate. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et on lance le week-end sur Radio Pirate dans les prochains instants avec l'aubergiste. Yann et Frank sont également stand-by. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Bon, ben c'est une première. On a quelque chose de le fun. C'est l'idée de Mr. White, il faut le dire. Donc, mais c'est drôle, c'est son idée, mais il nous a pas fait de thème encore. Donc, ça va venir, j'imagine. T'as pas le droit de prendre le AI, sinon tu vas te le faire dire. Donc, si tu fais un thème, il faut que tu le fasses avec tes guitares, ta batterie toi-même, ta voix. Il faut que tu chantes à cappella. Faut que tu chantes tes choses. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est un radio pirate Yann et Frank spécial. Retour de Frank. Frank, t'es salué, content de te voir. Yes. Même chose aussi pour Yann, qu'on n'a pas vu depuis une couple de semaines. Je pense qu'il était occupé pas mal. Oui. Donc, les boys, c'est fun. On va pouvoir jaser. Jerry est là. Mr. White va mettre son grain de sel, c'est sûr. Puis, dans les choses que je veux vous garrocher, c'est que je vais vous garrocher plein de sujets qu'on parle depuis la fin de semaine puis le début de la semaine. On va essayer de refaire... tu sais, souvent, nos sujets, ils évoluent. Notre thinking évolue avec la semaine. Puis, un des premiers sujets que je voulais vous parler, c'est l'histoire de Zuckerberg. OK? Je veux voir comment... Parce qu'il y a vraiment deux écoles de pensée. Hein. Il y en a qui... tu sais, je l'ai vu par les pirates, parce que moi, j'ai eu... le chemin que j'ai pris, c'est on est en train de gagner Zuki, qui est en train de devenir le nouveau Elon Musk. Donc, Elon Musk est en train de donner confiance aux gens de Silicon Valley, d'arrêter toutes les affaires sur lesquelles ils sont depuis à peu près une vingtaine d'années.
et de prioriser des choses de base, des valeurs essentielles comme la liberté, puis pas se faire dicter par qui que ce soit, qu'est-ce qui est bon et pas bon, etc., etc. Donc, Elon Musk, ça a été notre révélation depuis, je dirais, 2 ans à peu près. Et Zuki, qui a un chemin un peu pareil, commence à faire des arts martiaux, a été impressionné par l'histoire de Trump quand Trump a eu une balle puis qu'il l'a vu se lever, il a dit qu'il avait été badass. Mm-hmm. Et là, il arrive cette affaire-là, from nowhere un peu, là il avoue, je pense que c'est le premier point. Puis je dis pas qu'il va backer Trump, je vous dis juste que dans l'avenir, j'ai l'impression qu'on aura plus un Zuckerberg proche de Elon Musk, un gars avec un hoodie qui est très tranquille dans son coin. J'ai comme l'impression qu'il est en train de maturer. Frank ou Yann, garde, c'est up to you, lequel va y aller en premier? Ben, on l'a vu avec la petite entrevue de Vivek Ramaswamy qui est sortie sur les réseaux sociaux, que finalement, ça se trame depuis un petit bout de temps dans la tête de Zuckerberg, puis on a l'impression justement que Vivek l'a shaké un peu au combat d'UFC qui a discuté. Ouais. Grosso modo, Vivek se ramasse juste à côté de Zuki dans un combat d'UFC. C'est un addon, c'est une lock qui commence à jaser. Puis à un moment donné, Vivek le questionne sur la liberté d'expression. Puis il shake Zuckerberg à ce moment-là quand même. Puis Zuckerberg finit par lui répondre et dit « Écoute, je suis plus pro-liberté d'expression que les gens pensent. » C'est juste que quand c'est arrivé la COVID, quand c'est arrivé les histoires avec Hunter Biden, tout ça, on a eu de la pression de la Maison-Blanche. Ben oui. Puis on a shaké des genoux, puis on a plié. Puis Vivek lui explique, il dit... Ça, c'est pas sorti après coup. Le podcast est fait il y a quelque temps, mais Vivek lui dit, écoute, si un jour t'arrives, puis tu fais juste t'expliquer, t'excuser, puis tu own your mistake devant l'Amérique au complet, je pense que les gens sont capables de te pardonner. Fait que Vivek a réellement joué dans la tête. Ben oui, le shaké. À Zuckerberg, puis ça a donné, je pense, la lettre qu'on a vue hier, ou récemment. Mais y a-tu un lien, je sais pas, Frank, y a-tu UFC, ou Yann, y a-tu un des deux qui est UFC dans... Je l'étais. Tu l'étais, OK. Ouais, mais il y a peut-être un lien. Depuis qu'il s'entraîne, il a changé. Là, ouais. Il s'entraîne 13 arts martiaux. Donc, les arts martiaux amènent vers le UFC. Cette crowd-là est particulière. C'est une crowd très pro-Trump, très conservatrice de droite. On le voit quand Trump rentre quelque part. Donc, il se tient avec du monde différent, probablement, qu'avec qui il était avant à Silicon Valley, avec une gang de nerds de gauche très liberals. Il y a peut-être un changement dans sa vie aussi. Il y a peut-être quelque chose qui fait que... Mais est-ce que tu vois ça, Frank, comme étant... Il y en a qui le traitent de traître. Est-ce que tu es positif comme moi dans le sens que tu vois ça comme un nouveau cheminement qui va juste être bon de voir que X, maintenant peut-être Facebook, est de plus en plus neutre, défendre la liberté d'expression et faire un finger aux différents gouvernements qui vont arriver et qui vont essayer de... patenter les réseaux sociaux pour qu'on ait juste une forme d'information et que l'autre ne paraisse jamais. Est-ce que tu vois ça positivement? Ben, je vois ça assez positivement aussi. Puis c'est l'affaire avec Vivek, tout ça, ce que ça nous montre, c'est que et finalement, le gars est en train un peu de s'auto-red pill. Le gars, oui, c'est red pill. Oh oui, carrément. C'est ça, le gars est en train de se réveiller comme lui-même parce qu'à un moment donné, je pense qu'un peu tout le monde qui est pour la censure l'est un peu naïvement, tu sais. Mais c'est pour le bien, c'est pour lutter contre la désinformation. Ouais. Puis ils sont un peu naïvement. Là, maintenant, puis on l'avait déjà vu, ça, les gens qui suivent le podcast de Joe Rogan, il y a comme une évolution dans le discours. C'est ça qu'on faisait jouer dans notre show qui est sorti hier là, pour le monde qui écoute en ce moment. Là. Mais ce qu'on faisait jouer, c'est quand Zuckerberg est passé à Rogan, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. OK, c'est si loin que ça? Ben, okay, l'histoire qu'il raconte, c'est pas tout à fait l'histoire qu'on sait aujourd'hui. Il dit... Mais il est pas loin. Il est pas loin, mais il dit, le FBI est venu, ils nous ont mis en garde que certaines informations pourraient être générées par des bots russes et des agents de l'étranger. Fait qu'ils nous ont dit, faites attention à ce que vous diffusez ou si vous permettez sur leur plateforme. Et si tu compares avec la lettre qui est sortie il y a une couple de jours, c'est pas le FBI nous a dit faites attention. C'est, et je cite textuellement ce qui est écrit, des hauts placés de l'administration Biden. Ça, en termes québécois, c'est Martin Koskinen qui appelle. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ou l'autre, là, face de Puma.
Ouais. C'est un de cette gang-là qui appelle, puis il dit, là, tu vas barrer ce contenu-là qui est relié au fils du président, puis à la COVID. Et l'autre élément, moi, que je rajouterais, qui n'est pas dans le propos de Zuckerberg, puis on en parlait aussi, c'est tout ce qui avait rapport avec l'Ukraine. Rappelez-vous, au début de la guerre en Ukraine, le simple fait d'écrire le mot Ukraine sur Facebook, c'était démonétisé. Ta vidéo, souvent, on crée, je suis suivi par 25 000 personnes, il y a 33 personnes qui l'ont vu. Oui, c'est ça. Et il l'a avoué lui-même. Et il l'a avoué lui-même, Zuckerberg, que c'était pas. Eux autres, la technique était comme plus subtile un peu que Twitter. Twitter, c'est carrément, ils fermaient des comptes. Oui. Facebook, c'était plus le shadow ban qu'on appelle dans le langage, c'est qui s'arrange pour que ton stock est là, mais personne ne le voit. C'est ça. Tu peux le partager, tu peux l'écrire, tu peux publier, mais personne ne le voit. Mais en bout de ligne, ils ont quand même supprimé 20 millions de publications. Là. C'est énorme. C'est incroyable comme chose. L'histoire du lab, c'est la plus célèbre. Là. Mais tu sais, de voir que Hunter Biden, il l'avoue, de voir qu'il y a eu de la pression, même pour enlever des choses humoristiques, des mimes. OK? Il y a des mimes. La Maison-Blanche mettait disait tel mime, il faut l'enlever. Donc, il y avait un canal direct entre l'équipe qui nettoyait Facebook et la Maison-Blanche. Puis tu sais, si tu reprends Zuki début des années 2010, quand Facebook commence à avoir du succès et n'est absolument pas la compagnie multimilliardaire qu'elle est aujourd'hui, probablement que dans son idéal, il ne s'est jamais imaginé comme étant quelqu'un qui allait censurer. Non, il s'est toujours imaginé comme quelqu'un qui, au contraire, donnait le porte-voix au public puis démocratisait la possibilité de s'exprimer. Donc, à un moment donné, il s'est enfoncé dans le gouffre de se plier devant le gouvernement, de faire leur volonté. Et ça a été long avant de se réveiller, mais le réveil est venu. Puis oui, ce réveil-là a été facilité par Elon Musk parce que Elon Musk a prouvé que si tu favorisais la liberté d'expression, il y avait réellement une possibilité d'aller faire de l'argent à un endroit où est-ce que c'était carrément impossible dans le passé. Te rappelles-tu de 2015-2016, comment tu faisais peur aux madames sur Facebook? Tu leur faisais croire que le lendemain matin, Facebook allait être payant. Oui. Et ça, c'était le pire drame de leur vie possible. C'est vrai, pareil. Il freakait, ben tout le monde partage à tout le monde et ton avatar deviendra bleu. Fait que tu sais, c'était tout le temps pour faire peur au monde. Hey, demain, là, si tu fais pas de pression sur Facebook, là, si tu copies-colles pas ce message-là, le Facebook va devenir payant. Tu sais, c'était un peu ridicule. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui passait comme une calamité à l'époque, maintenant, ce que Elon Musk a démontré, c'est que, attendez, là, si tu donnes des outils appréciés par le grand public, tu donnes la chance au grand public de s'exprimer sans censure, le grand public va t'aimer suffisamment pour être prêt à payer un abonnement pour un réseau social. Hey, as-tu pensé la quantité d'argent qu'il y a à faire avec ça? Mais ça... On ne peut pas le savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe réellement avec Twitter ou X parce que la compagnie n'est pas publique. Elon Musk, quand il l'a acheté, il l'a retiré de la bourse. Mais si on pouvait voir encore, moi, je pense qu'on ferait le saut que la petite compagnie à 44 milliards achetée par Elon Musk, je pense qu'aujourd'hui, elle ne vaut pas 44 milliards. Je pense qu'elle vaut dans le coin pas mal plus de 400-500 milliards. Je ne serais pas surpris. Parce que maintenant, ils sont capables de ramasser de l'argent avec des abonnements. Puis une des raisons pourquoi les gens sont prêts à payer l'abonnement, c'est pour enlever la publicité de la plateforme. C'est un miracle financier de monétisation pour les plateformes, ce que Elon Musk a fait. Fait que c'est sûr, quand Zuckerberg regarde ça, il dit, OK, lui, il a du succès, mais il n'y a pas du succès juste parce qu'il a dit on peut monétiser 8$ par mois demain matin un crochet bleu. Il y a du succès parce que les gens se sentent libres de s'exprimer sur sa plateforme. Fait que tranquillement, pas vite, il se trempe les orteils et puis il s'en va dans cette direction-là. C'est vraiment bon ce qui s'est passé. Tu as vu l'histoire du staff aussi, là. Tu sais, quand Musk est arrivé, puis il a dit on va mettre dehors tous ceux qui jouent au ping-pong, tout ça, puis ils ont lay-out, je ne sais plus combien de pourcentage Ils ont mis des milliers. Des milliers, mais c'est passé un peu dans le beurre, mais Facebook a fait pareil. Quelques mois après. Là. Facebook a fait pareil, Google a fait pareil, tout le monde a fait. Tout le monde a utilisé la patente à Trump pour faire son nettoyage après. Ben oui, il était un leader là-dedans. C'est quoi le lien? Y a-t-il un lien avec tout ce qui se passe avec l'arrestation du Russe, là? Ben, le Russe qui n'aime pas Poutine, qui s'est installé en France, qui est l'inventeur et le grand patron de Telegram, qui est cette application full. Elle est encryptée au complet, donc nos discussions sont vraiment privées pour vrai.
Et ben là, il y a ce qui fait capoter les gens, c'est qu'il y a des organisations qui peuvent s'en servir pour comploter des choses contre le gouvernement, jaser des patentes qu'eux autres ne contrôlent pas bien. Ils sont en train d'organiser quelque chose. Ou encore, même des affaires des groupes criminels, des vendeurs de drogue, des pédos, etc., etc. Donc, c'est une place extraordinaire, mais je veux dire, c'est le prix à payer pour avoir un endroit qui est sécure et safe. Ouais, et tout le monde est à l'aise. Classées, le Journal de Québec puis de Montréal, il n'y avait pas de putes là-dessus? Il y avait des putes. Il y en avait jusqu'à la fin. Il y avait des putes à peine Oui. un peu plus de 18 ans. Très discrète, se déplace propre. Oui. Exact. Ben Oui. oui. Tout le monde a compris qu'elle vient faire le ménage à ce madame-là. Et c'est Oui. sûr qu'il y a un lien entre les deux. Puis le lien, c'est un peu... Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de la gang de fêlés de l'Union européenne avec le gars que Musk n'arrête pas de se pogner avec, le Thierry Breton. Thierry Breton. Eux, à l'échelle européenne, ont passé une espèce de réglementation qui dit que, en gros, quand il y a des chercheurs, quote ici, qui veulent avoir accès aux données de ces plateformes-là, la plateforme devrait leur donner accès à ces données-là. Là, tu te dis, bon, OK, de quelles données on parle? Ouais, officiellement, c'est pour de la recherche. Et Musk a comme rendu public le fait que le deal a été passé avec toutes les autres plateformes et ils se sont fait proposer ce deal-là. Si vous nous donnez accès à vos données, on vous laisse tranquille. On va arrêter de vous gosser, là, mais on vous laisse tranquille. Musk a dit, les autres plateformes ont accepté le deal. Nous autres, on a dit, mange la marde. C'est un peu ça qui est arrivé. Et depuis, le gars est sur le dos à Musk depuis ce temps-là. Le lien avec l'histoire du gars de Telegram, c'est que lui aussi refusé à plusieurs reprises de collaborer avec l'Union européenne, la justice française pour des cas similaires. Et là, on dit qu'il est complice de diffusion de matériel pédocriminel ou je ne sais pas trop. Mais c'est parce que, comme je disais avec Yann, il y a une couple de jours quand on en parlait. Mais s'il y a ça, Zuckerberg va être mis en dedans aussi, parce qu'il y en a des groupes sur Facebook. Ben oui. Puis toutes les autres, c'était ça mon point, c'est que quand est-ce que le gars de Snapchat se fait arrêter? Snapchat, là, c'est le royaume des dick pics puis des... puis c'est pas des majeurs là, qui jouent, c'est des kids de 14-15 ans. Il y a des mères de 37 ans avec le fils de 18. Là. Oui. Ben, toutes ces plateformes-là sont de même. Puis sur Twitter, puis sur d'autres plateformes, il y a des filles qui font de la prostitution, puis c'est annoncé dans le compte. Puis, tu sais, je veux dire, c'est inhérent à ce type de plateforme-là. Le créateur n'est pas responsable de l'usage qui en est fait. Est-ce que les gens pensent vraiment que sur Marketplace, il n'y a jamais rien d'illégal qui s'est tradé là-dessus? Ben voyons. Il n'y a aucune conversation Facebook privée qui implique de la poudre ou je ne sais pas quoi. Voyons, c'est un prétexte qui est utilisé contre ce gars-là parce que tu pourrais faire les mêmes accusations contre Zuckerberg, contre le gars de Snapchat, contre Elon Musk, contre n'importe lequel. Et là, le vrai enjeu, c'est que le gars refuse de collaborer. Parce que, dans le fond, la justice française, ce qu'ils font, là, c'est qu'eux, en vertu d'un article, je pense qu'ils appellent ça le 19.3 ou quelque chose de même, ce qu'ils font, c'est que quand il y a une association qui vont décréter genre indésirable, là, mettons un groupe un peu de caribous français là, qui n'aiment pas trop les immigrants, ils peuvent là-bas, ils ont le pouvoir de dissoudre des associations. Et quand ils le font, là, après ça, la justice fait des requêtes à Facebook et autres, tu vas me fermer leur page. Ferme la page Facebook de ce groupe-là qui a été dissous, déclaré comme illégal, mettons. C'est comme si au Québec, tu avais le logo qui disait « On a dissous la meute, Storm Alliance, tu me fermes les comptes. » Puis le gars de Telegram lui a dit « Nous autres, on ne s'occupe pas de ça. Les gens, ils ont leurs comptes, ils ont leurs affaires. On n'a pas à gérer ça. » Fait que là, tu as des gens qui ont encore des pages Telegram, tout ça. Fait que là, l'histoire, c'est qu'ils refusent de collaborer avec les autorités. Puis n'oubliez pas, les Français dans la magistrature, c'est pas comme le Québec. On a des racines françaises, c'est vrai, mais on a des racines britanniques aussi. Les Français sont très louches dans leur système judiciaire. Il y a c'est pas à l'envers ce que Jerry me disait cette semaine. C'est la garde à vue en partant. Là. C'est la garde à vue en partant. Les magistrats, là, les juges, autrement dit, dans le système français, plusieurs font partie d'un syndicat. Le syndicat des magistrats, vous lirez là-dessus, c'est malade. Là. Ce syndicat-là est très, très, très à gauche, puis il y a quelque chose comme 65 à 70% des juges qui en font partie. Ouais. Je veux dire, c'est... Dans quel monde ils vivent? Si on pensait juste un juge canadien qui agirait de cette manière-là, qui s'implique dans un syndicat, puis que ce syndicat-là soit très à gauche,
puis qui même pourrait aller jusqu'à recommander de voter, par exemple, pour un parti politique, pensez-y 2 secondes, vous dites, voyons, dans quel monde on vit? Le pouvoir judiciaire doit être séparé de l'exécutif, du législatif, ça ne doit pas mixer comme ça, ils ne doivent pas s'impliquer au niveau politique, les juges. En France, ils le font, puis sans gêne, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec la France? Puis moi, ce qui me trouble, c'est que des tatas comme Legault passent leur vie à regarder ce que les Français font, puis essayent d'appliquer ça ici. Exact. Je veux dire, il ne faut pas aller mais là, j'espère qu'il n'a pas été voir les commentaires sous les 2 posts anglais et français de Macron cette semaine, parce que d'après moi, il n'en ferait pas un de même. Il s'est fait ramasser en tabarnache. Quel pas bon, tu sais. Quel pas bon. Quand tu as un politicien, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui le conseille à ce gars-là. Tu sais, occupe-toi de former ton gouvernement. Ça fait 2 mois qu'il essaie de trouver un premier ministre. Occupe-toi de ça, puis laisse faire Dourov, pas tant de choses. Le gars, il se dépêche d'aller dire sur Twitter, « Hey, en passant, c'est pas politique. » Non. Voyons. Je veux dire, tout le monde a compris qu'il fallait que tu comprennes l'inverse. Oui, exact. Ça, c'est comme quand un gars arrive et dit, « Hey, là, honnêtement, moi, je suis pas menteur. » Ouais. Moi, je ressens pas le besoin de dire à tous les phrases que je suis pas menteur. Non. Je sais pas vous autres, là. Quelqu'un qui dit, moi, en tout cas, je suis pas menteur. Je sais pas. Le gars, il se dépêche d'arriver. Hey, non, c'était pas politique. Voyons. J'ai un autre sujet pour vous autres. Je veux vous amener un peu sur un genre de bilan de ce qui se passe depuis... écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Yann, pour toutes sortes de raisons. Je pense que ça fait 2 semaines ou à peu près. Puis on dirait que c'est une éternité. Frank, ça fait encore plus longtemps. Puis on regarde un peu ce qui se passe avec la politique américaine, tout le drama, le soap alentour de ça. Les histoires de Kamala Harris cachées, qui ne parle pas trop, mais qui nous annonce quelques affaires, des affaires économiques très à gauche, mais de temps en temps, ça va piger dans le programme de Trump. Voyez quoi comme parce qu'on sent une genre de... Dans les sondages, on sent une accalmie. Moi, je savais qu'il y allait avoir une accalmie parce qu'à un moment donné, les gens, surtout dans l'époque d'aujourd'hui, les gens, c'est comme des modes très rapides. Et là, on sent une petite accalmie, on sent qu'il y a quelques États clés où ce que Trump a repris le contrôle par 1%, c'est très serré. Est-ce qu'elle va finir par l'échapper ou elle va être capable de garder cette campagne-là très isolée, très cachée? Là, je sais qu'il y aura le débat, c'est prévu. Elle n'a pas eu les choses qu'elle voulait avoir pour essayer d'avoir le contrôle sur son discours avec les notes puis les questions auparavant. Donc, est-ce qu'elle va être capable de tenir cette aire d'aller-là, de genre de la coqueluche politique de l'heure? Les Québécois sont en amour avec elle. 72% des Québécois voteraient pour Kamala Harris. Est-ce que ça va tenir, ça, pour les Américains? Ben écoute, ce qu'on est en train de vivre avec Kamala Harris, c'est les Canadiens sont au courant. Tu sais quoi? Ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu en 2015 avec Justin Trudeau. On essaie, je ne sais pas si c'est volontaire du côté de Harris, mais on essaie carrément de copier le modèle de campagne de Justin Trudeau. On a fait élire un premier ministre avec un nom, avec des selfies, puis avec des médias achetés. Je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu te dis, il n'y avait pas de contenu dans cette campagne-là. Les conservateurs, avec Stephen Harper, essayaient d'avoir du contenu, mais étaient brûlés un peu. Puis les médias se sont mis à pomper Justin Trudeau. Mais tout ce qu'on avait droit de la part de Justin Trudeau dans cette campagne électorale-là, c'était des selfies. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas aux journalistes. Mais c'était pas grave, les médias pompaient. C'est exactement ça qui se passe présentement avec Kamala Harris. Nous autres, ce qu'on suit beaucoup, c'est les betting odds. C'est quelque chose qu'on aime ça a baissé énormément. beaucoup, hein? Ça a baissé beaucoup, je pense, hein? Ouais, là, c'est 50-50. Là. C'est OK. toute fin pratique, vraiment square even depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Mais on pensait que Kamala Harris, ça montait. Tu écoutes les journalistes du Dôme, là, puis t'es là, tu s'arrêtes pas de monter, c'est incroyable. Attends peu. Là. Les betting odds sont vraiment 50-50 présentement. C'est loin de monter sans arrêt. Puis, tout ça avec un pompage médiatique incroyable, avec une trappe défensive à la Devils du New Jersey puis Jacques Lemaire, incroyable aussi. Fait que tu es dans une position où tu te dis, OK, en jouant la trappe puis en ayant autant de pompage médiatique, on est juste à 50-50 au niveau des betting odds. Ouais. Donc, il va falloir qu'elle parle à un moment donné. Et c'est là que ça va péter. Parce qu'à toutes les fois qu'elle parle, elle est vraiment pas bonne. Puis ce qu'on oublie, c'est que les primaires, le processus qu'elle a skippé complètement, servent exactement à ça. Les primaires aident le candidat présidentiel à devenir meilleur, à le confronter à des adversaires politiques, mais qui sont quand même des alliés.
Donc, ça fait en sorte que le tir est groupé, mais le tir est quand même allié, il est quand même moins violent un peu. Et à force de faire des discours, à force de faire des débats, tu viens qu'à être meilleur. Kamala Harris, elle n'a pas fait ça. Et pendant sa vice-présidence, je crois que ses interventions publiques étaient somme toute médiocres et pas on point. Fait qu'elle n'est pas prête à affronter Donald Trump. Pantoute, elle-là. Frank, cette semaine pour Trump, ça a été gros pareil. T'as la fille d'Hawaii qui arrive. Juste avant, t'as Kennedy. Kennedy, lui, bon, ben écoute, il arrive avec une crowd d'à peu près quoi, dépendamment des sondages, entre 3 et 5 %. Une grosse partie de ces gens-là vont suivre avec Trump. C'est quand même, ça a été une grosse semaine pour Trump. C'est une très, très bonne semaine au niveau, parce que j'en parlais avec Joe Hamel hier, c'est que j'ai l'impression que c'est comme une coalition. Tu sais, je veux dire, Trump c'est un démocrate de New York, avec une vision new-yorkaise, du démocrate qu'on voyait dans les années 80. C'est sûr que l'héritage politique de Kennedy est pareil. Gabbard, c'est la même affaire. Donc, ce sont des démocrates avec qui, nous, on est capable de dealer. Si nos gens de gauche, mettons, la CAQ était ce genre de démocrate libéral avec ce genre de vision-là, je pense qu'on serait capable de dealer avec ça. Mais les démocrates ont tellement tassé à gauche dans les dernières années, surtout au niveau social, que beaucoup de démocrates sont complètement perdus. Puis pendant ce temps-là, on fait le ménage à l'autre bord. Les républicains, la vieille gang à Bush, à Cheney, tout ça, eux autres sont en train de partir, puis ils se sentent pas à l'aise avec... donc, il y a une nouvelle coalition, là, une nouvelle... c'est comme une nouvelle gang. On dirait que les... je parle pas la présence de Vivek aussi. Hein? Et Vivek aussi, qui est extraordinaire. Parce que Vivek, c'est notre gars. Nous autres, quand je dis en 2016, 2020, je ne suis pas un fan de Trump, je ne suis pas un fan de Trump parce que Trump ne maîtrise pas ce discours économique-là en faveur du libre-échange, en faveur de la libre entreprise. Je ne l'ai jamais vu comme étant un champion là-dedans. Sauf qu'avec Vivek dans son équipe, peut-être un Vivek qui ramasse des questions très économiques pour Trump, ça vient quand même changer la donne avec une partie des gens plus libéraux, honnêtement. Exact. Donc, Frank, tu vois quoi avec toute l'arrivée de... Vois-tu la coalition? Tu vois-tu une... On dirait que... Et Trump laisse de la place à ces gens-là, ce qu'il ne faisait pas avant. Non, c'est un Donald Trump qui est quand même... C'est drôle parce que personne... Dans les médias, il y a une construction d'une réalité qui est carrément alternative. C'est fou quand tu regardes ça. Tu te dis, là, ils nous font des articles, des présentations pour dire, là, regardez comment Kamala, elle rassemble tout ça. Puis là, tu te dis, moi, ce que je vois, c'est plein d'anciens démocrates qui sont rendus avec Trump. Là. Oui. RFK, c'est un démocrate. Tulsi Gabbard, c'est un démocrate. J.D. Vance, son colistier, à part le fait qu'il est pro-vie, qui fait probablement c'est un républicain mou. Et c'est ça qu'il est allé chercher un peu. Puis c'est un gars à base qui tire les républicains par la gauche sur le plan économique. Là. C'est un gars qui veut un salaire minimum élevé, qui vient d'une place de pauvre. C'est pas un républicain à la George Bush, pas pantoute. Là. C'est une autre famille, ça. Puis tu vois les gens qui s'opposent. Trump a moins d'opposants qu'il y en avait en 2016. En 2016, il y avait l'establishment du parti ne voulait rien savoir de lui. Là, ça a été remplacé beaucoup par des gens proches de lui. Puis, même Nikki Haley a fini par rentrer dans l'arène. Fait que c'est un gars qui, alors que de l'autre bord, c'est rempli de gens qui te disent qu'ils ont voté Biden en 2020 ou Hillary en 2016, puis là, ils ne savent plus trop, ils sont peut-être rendus du bord de Trump. Fait qu'il y a un narratif là-dedans qui est complètement fucké. Là. Puis Donald Trump est beaucoup moins abrasif qu'il l'était en 2016 ou en 2020. Moi, je le trouve assez soft, en fait. Puis ça, c'est... La stratégie des démocrates là-dessus et des médias est très mauvaise parce que quand tu mets la barre très haute ou très basse selon le point de vue d'où tu te mets, c'est dangereux que ça peut produire l'effet inverse. Ce que je veux dire par là, c'est... Là, on nous a dit Kamala Harris est écœurante, c'est la meilleure, elle écoute, elle rassemble, elle est souriante, tout ça. Ouais, mais là, vous mettez la barre haute, les amis. Ça, le danger, c'est que quand les gens vont avoir pour de vrai, ils vont dire, OK, c'est cette idiote-là qu'on vient de me dire que depuis un mois qu'elle est bonne de même, parce qu'elle n'est pas bonne pantoute. Là. Et l'inverse avec Trump, c'est il présente comme le gars qui va mettre fin à la démocratie, un dictateur, tout ça, mais ceux qui ont regardé le premier débat avec Biden, finalement, tu te dis, coudonc, il n'est pas si pire que ça. C'est ça le danger de faire de la diabolisation. Mais moi, j'ai le feeling que je sais qu'on ne pourra pas le faire avec Trump parce que
c'est une question de perception. Puis ils ont réussi à étiqueter, puis surtout avec toutes les histoires qu'ils ont réussi à rajouter avec les patentes de fraude, etc. Toutes des affaires qui ont été collées pour lui pour qu'on puisse l'étiqueter facilement, là. Donc, une fois ça fait, je veux dire, même si tu dis à quelqu'un, moi j'aime Trump, puis lui, il écoute la TV, la LCN, qui dit à tous les jours que Trump est un gros cave, tu ne réussiras pas à le convaincre. Mais pour les gens qui sont encore capables de suivre, là, puis ils regardent ça, puis ils disent, il y en a qui espéraient que le Parti démocrate revienne au centre, surtout au niveau des valeurs, surtout au niveau du paquet d'affaires, puis aussi au niveau de leur programme qui est de plus en plus hyper socialiste, quasiment aux portes du communisme pour les Américains. Et tu vas dire, OK, ils vont s'en aller vers le centre. Mais finalement, c'est Trump et les républicains qui sont au centre. Oui, exactement. Puis, il ne faut jamais oublier aussi comment fonctionne l'électeur. Tu sais, on a toujours le même défaut de penser que l'électeur est très fluide dans ses choix. Donc, peut voter démocrate, peut voter républicain, va se considérer indépendant. Donc, change d'idée à peu près tous les 2 ans ou peu importe. C'est pas exactement ça qui arrive parce que la game, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont carrément pas voter. Oui. Donc, c'est plus des switch on-off. J'ai un électeur républicain qui, lui, est toujours à on parce que c'est quasiment un militant. Donc, lui, peu importe l'élection, il va aller voter pour n'importe qui est républicain. Tu as la même chose du côté démocrate. Sauf que plus tu te rapproches du centre, ben, tu arrives dans le centre droit, puis les gens qui sont au centre droit vont se dire, ben écoute, moi, généralement, je vote républicain, ça prendrait de quoi d'exceptionnel pour que je vote démocrate, mais ça arrive que je saute des élections parce que si le candidat ne m'intéresse pas, je le saute. Je pense que donc, ce qui devient important, c'est que tu dois comprendre que la clé, c'est la mobilisation de l'électeur. Est-ce que l'électeur va être assez mobilisé pour se déplacer pour aller voter? Je pense qu'en 2020, la victoire de Joe Biden est principalement due au fait que l'électeur démocrate était extrêmement mobilisé pour vaincre Donald Trump. Donc, il n'y a personne qui a été voté pour Joe Biden. Il n'y a personne qui l'aimait. Non. Les gens, ils voulaient juste sortir Trump de là. Ils trouvaient que c'était dégueulasse d'avoir Trump là. Ils voulaient s'en débarrasser à tout prix. Donc, le niveau de motivation anti-Trump était extrêmement élevé. Mm-hmm. Puis au niveau des Trumpistes, ben, l'intérêt est un petit peu moins là. À cause de la COVID. La COVID a scrappé bien des affaires. Exact. Sauf que là, on essaie de nous faire croire qu'il y a un enthousiasme pour Kamala Harris et ce n'est pas le cas. L'électeur démocrate, je ne sais pas pourquoi il va se lever pour aller voter pour Kamala Harris. On sait pourquoi le donateur du parti va donner de l'argent. Lui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce qui va réellement motiver l'électeur démocrate à aller voter pour Harris alors qu'on fait face à un Donald Trump qui s'est assagi ou qui a vieilli puis a baissé en niveau d'énergie, mais qui ne sent pas le besoin aussi grand qu'avant d'insulter tout le monde? Ben ça change la game. Puis ça fait en sorte aussi que l'électeur ne veut pas sortir Trump de la présidence là, présentement. Il n'est pas là. On va dire, OK, là, on va aller sauver la démocratie. Écoute bien, sauver la démocratie, si c'est ça ton cri de ralliement, c'est pas mobilisateur. Si ton cri de ralliement, c'est on va voter pour la joie, c'est pas mobilisateur. À un moment donné, Chris, arrêtez de prendre le monde pour des caves. Là. Tu peux pas dire à un gars, prends 2 heures de ta journée pour aller voter dans le but d'être heureux, mon ami. Non. Ça fait donc bien calinours comme stratégie électorale. Ouais, puis en plus, c'est fake à mort. C'est fake à mort. Ils passent le réunion dans les arénas à juste bitcher, puis ils ont fait toute la convention des démocrates à Chicago, c'était ça pendant 4 jours. Ils jouent au Calino, mais d'abord, c'est des guerriers, c'est des gens qui veulent aller à la guerre, ils semblent être les alliés de l'industrie. Et dans la convention, ils ont gaffé aussi, hein, parce que Michelle Obama, là, elle a outshiné Kamala Harris aller-retour. Là. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis comment tu fais pour mettre en valeur ta candidate en lui mettant des gens plus compétents d'en face? Ben oui, c'est ça qui est arrivé. Hey, c'est une première, OK, la première de Yann et Frank. Frank de retour du côté de Radio Pirate. On est bien content de revoir les boys. Yann était toujours là avec nous autres. Donc, le jeudi maintenant, en plus de Gilles Parent, on a un petit bout de fun avec Yann et Frank. Et on a plus de Yann et Frank avec la gang de pirates sur la version Prime, si vous en voulez plus. Allez vous abonner maintenant. Et n'oubliez pas, les casquettes, encore quelques casquettes de disponibles au Super Bar Vegas. Le chum Ricky, allez faire un tour, prendre une bière, puis pognez-vous une casquette de Radio Pirate.
Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oh my God! Oui, j'ai soif. Oh, l'aubergiste présenté par qui, mon ami? Présenté L'aubergiste. par On the Rocks. Oh yes. On the Rocks. Vous aimez les margaritas? Beaucoup de monde sont fans de margaritas. On the Rocks vous propose 2 versions. Le margarita classique, le jus de lime, vous le connaissez, mais avec une tequila extraordinaire à la base de tequila Hornitos. Et l'autre, le Hey, margarita. Cette bouteille-là, fait-tu jaser, hein? On l'avait mis à un moment donné sur la console. Tu te rappelles? Ah oui. Puis là, il y a du monde qui se promène avec ça en disant hey, regarde, ils prennent de la tequila le jour, c'est Oui, pendant le c'est show, ça. ils sont tout le temps La fessés. Hornitos, on avait la yes, Hornitos yes. sur le. Exact. Exactement. Et l'autre, le margarita jalapenos ananas. Donc, elle est à base de tequila 13 generaciones. Vous allez adorer On the Rock. C'est des cocktails premium. Donc, c'est la belle petite bouteille de 375 millilitres. On fait 4 cocktails. Tu sais. On fait 4 cocktails avec, et je vous le dis, là, On the Rocks, ça le dit bien dans le nom, vous allez vous broyer de la glace, avec de la glace concassée. Vous allez capoter, là. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, les 2 versions, margarita classique avec le jus de lime et le margarita jalapenos ananas. Recherchez On the Rocks à la SAQ. Yep. Vous allez adorer ça. Là, on s'en va dans le... Tu sais, des fois il y a des choses... Il y a des choses classiques qu'on ne change pas. On s'entend-tu que tout le monde à la maison, la majorité du monde à la maison, à un moment donné, ils vont faire une lasagne. Lasagne, hein? On fait une lasagne très, très classique. On fait des spags. On aime ça manger italien. On aime ça manger italien. Mais la lasagne, c'est un repas très classique. Tout le monde aime la lasagne. Est-ce que dans votre lasagne, vous mettez de la sauce béchamel? Non. Non, c'est ça. Est-ce que dans votre lasagne, vous mettez du fromage ricotta? Non. Non plus. Est-ce que dans votre lasagne, mettons, vous mettez du fromage cottage? Non. Non. Non, je mets ça des fois. Ah oui? Fromage cottage. Ou, la fait, c'est que dans la lasagne, il y a toujours une petite chicane. Moi, avec je la dis farine. ça. Peut-être que oui. Je ne suis pas au courant. Bon, c'est ça. Tu sais, Ricardo, faut pas le nommer, Ricardo, lui, met de la béchamel. Tu sais, il dit, c'est la lasagne classique. Tu sais, la lasagne, c'est très, très classique. Au restaurant de Jerry Pizza. Ah, y avait-tu de la béchamel? Non, au restaurant de Jerry Pizza, on avait quelque chose de particulier. Nous, c'était des lasagnes individuelles, dans un plat individuel qui... On entend-tu qu'il allait faire un petit tour au four là, pendant quasiment une demi-heure. Là. Mais dans la lasagne, il y avait un œuf battu avec de la crème. Donc, vous mettez votre sauce, la pâte, puis entre les 2 pâtes, vous mettez entre les deux rangées de pâtes, tu mets un œuf battu. Et là, ce que ça fait, c'est que ça va boursoufler un petit peu. L'œuf, il va bomber. Ça va boursoufler ta lasagne. C'est très, très cute. Quand tu le regardes, la lasagne, elle est comme boursouflée, puis quand tu mets le couteau dedans, c'est extraordinaire. Là. Ça, c'était notre recette chez Jerry Pizza. Donc, la lasagne, très, très classique. Mais avec de la lasagne, le plus classique des classiques, c'est de boire, bien sûr, c'est du vin italien. On s'entend-tu que ça va ensemble, mais du Chianti. Chianti, c'est-tu du classique, ça? Mais le plus classique des Chianti, c'est le Ruffino. Oui. R-U-2-F-I-N-O. Ruffino, parce que j'ai vu ça quelque part. Je vois de mémoire. On est élevé jeune avec le Chianti, avec la bouteille, avec de la paille alentour. Ben voilà, le fameux flasco en latin, si on peut dire. Parce que le Ruffino, à l'époque, moi j'étais assez vieux pour avoir vécu ça. Au restaurant, on avait 2 Chianti dans des flasques. Ils appellent ça des flasques, c'est flasco en italien. Là. On avait le Mellini, Chianti Mellini, et on avait le Chianti Ruffino. Les 2 Chianti qu'on avait au restaurant. Bon, on vendait beaucoup, beaucoup de Chianti. Ben oui, beaucoup de lasagne, beaucoup de plats italiens. Tu vends du Chianti à tour de bras. On vend du Montepulciano, plein d'affaires.
Mais le Chianti, nous autres, c'est un classique. Là. Non, c'est le classique avec... Classique, spag, lasagne. Voilà. Donc, Petit pain à l'ail. on s'en... Oui. Le classique, voilà. le petit pain à l'ail, c'est la totale. Tu sais, vous êtes comme à l'ancienne un peu. Tu dis, c'est ça, c'est... Moi, j'ai des crèves de ça, des fois, un petit pain à l'ail avec un spaghetti. Ben oui, c'est sûr. Ben voyons donc. Ben. Puis là, tu vas t'acheter une bouteille de Chianti Rufino. Là, on est où? Firenze, Florence, la belle ville de Florence. Est-ce que je peux t'ajouter une chose? Oui. Quand j'étais en Floride jeune, quand je restais là dans les années 90, la blonde que j'avais à l'époque, ses amis étaient italiens, puis on allait manger dans un petit restaurant italien très traditionnel. Et c'était toujours un Chianti, Oui. je ne connais pas lequel, mais c'était toujours un Chianti avec des pâtes puis tout. Et eux autres, c'était comme un genre de verre d'eau ordinaire. Là. Ah non, pas eux autres. Oui. Eux autres, c'est normal. Il n'y a pas de coupe de vin. Là. Non, c'est il n'y a pas le petit verre de vin avec le petit verre fin. Là. C'est verre comme plat, un verre des fois, d'eau bien épais. Là. Oui, un verre, exactement. Le petit verre d'eau, mais c'est du vin. C'est ça. Oui, carrément ça. Là. C'est carrément ça, comme des restaurants, beaucoup de restaurants en Europe. Ben oui. Des restaurants de normal. Là. Oui, la coupe de vin, eux autres, là, c'est pas ça. Avec un verre de Riedel à 50$. Oubliez ça. Oubliez ça, ben. Non, les autres, c'est un verre à eau. Ils mettent du vin dedans. Mais moi, depuis ce jour-là, j'ai toujours pris mon vin rouge dans un verre. Jamais dans une coupe. Je prends mon vin rouge dans un verre. Normal. Ben oui, c'est... On me l'a dit, t'avais pas de classe. Mais c'est drôle, les Italiens boivent ça de même. Oui, pas mal. Oui, tu vas dans une trattoria, là, tu vas voir que tu vois. C'est pas mal plus simple que tu penses. Là. Ça, c'est sûr. Donc, le Rufino, moi, je l'aime beaucoup, le Rufino. J'en achète, pas régulièrement, mais deux, 3 fois par année, je me rouvre une bouteille de Chianti Rufino. Puis là, au fil des années, je pense que le Chianti Rufino, OK? J'ai vu ça quelque part à un moment donné passé. Quand la SAQ, quand ça a changé de nom de la Commission des liqueurs à Société des alcools du Québec. Commission des On liqueurs. s'entend-tu, là? Le premier vin que la SAQ a acheté, un vin qui venait d'Italie, c'était le Chianti Rufino. Oui, C'est documenté, ça. Ah oui, c'est documenté. Non, mais c'est... De souvenir, c'était le vin rouge que tout le monde avait, là. Ah ouais. Tu te rappelles de ça, là? Il me semble que quand moi, je suis jeune, tu sais, du vin rouge, on voyait pas ça à tonnes, là. Ouais. Mais quand il y avait du vin rouge, c'était ça. Oui. Très bon passe-partout. Tu sais, c'est un vin qui est, quand tu le regardes, c'est... Pour faire du Chianti, c'est pas compliqué, c'est minimum 70% de Sangiovese. C'est le cépage principal. Tu peux pas avoir 65% de Sangiovese, tu peux avoir un 100% Sangiovese, mais ça peut au moins 70% dans la bouteille de Sangiovese pour s'appeler Chianti. Mais c'est Chianti, c'est Toscane. C'est ça. Tu peux avoir plus toscan que le Chianti. Présentement, à la SAQ, depuis tout le temps, à la SAQ, tu as le Chianti Rufino régulier, que moi, c'est lui que j'achète. De temps en temps, ça prend une bouteille pas trop chère. 16,75. 16 piastres, la bouteille. Ce qui est le fun du Rufino, vraiment, là. Même moi, je peux l'acheter. Bon, mais encore plus, Mr. White. Le Chianti Rufino est offert en demi-bouteille. 9,90. C'est fantastique. Ben oui, on pensait à toi. Parce que tu vas te faire un beau spaghetti, mais tu ne veux pas avoir une bouteille ouverte pour 2-3 jours. Tu vas avoir 1, 2, 3 bons verres de vin pour ton spag. Tu peux acheter une demi-bouteille de Rufino. Très pratique. 9,90 pour la demi-bouteille. C'est sûr que là, on peut aller un peu plus haut. Hein, c'est sûr. Chianti Rufino Reserva Ducale. Donc, beaucoup plus sur la cerise confite, beaucoup plus de corps. Donc, parce que le Chianti régulier, le Rufino régulier, tu sais, robe, tu le regardes, c'est très rubis clair. C'est typique du Sangiovese, là. Très cristallin, la petite cerise douce, un petit peu d'épices, un peu de poivron vert. C'est ça le Chianti, là. C'est carrément ça. Au corps, c'est pas un vin qui a beaucoup de corps. Le corps est moyen. Mais c'est fait pour la lasagne ou le spag. C'est fait pour la tomate, les pâtes. C'est fait pour ça, là. Et surtout, quand c'est bourré de fromage. Tu sais, le gras, le Chianti va venir comme couper. Ça prend quelque chose de sec pour venir comme couper le gras. Donc, là, si vous voulez monter de grade, si on peut dire, Chianti Rufino Reserva Ducale, lui, est à 29$. Ou l'autre, le Chianti Rufino Reserva Ducale Oro, la bouteille or. 36 mois d'élevage. Capoté, là. 49$. Ça, on va dire plus un cadeau. Là, on est vraiment dans la cerise. Beaucoup plus de bois.
beaucoup plus boisé et des notes tout à fait hallucinantes de champignons. Fait que tu te fais un spag aux champignons, tu sais, un gros spag plein de champignons, ou une lasagne loadée de champignons. Tu rouvres un réservoir d'Ucalé Oro, tu montes au ciel, là, tellement que c'est bon. Non, ça va ensemble, c'est capoté. Donc, le régulier, 16,75, Chianti Rufino. Garde la lasagne, le spaghetti, puis Mr. White, lui, il veut avoir des petits croûtons à l'ail. Pourquoi pas? Full croûtons à l'ail. Et ça rappelle, moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Puis, comme Jeff a dit, le fameux flasque, la bouteille, puisque la forme du Rufino, quand vous allez voir la forme de la bouteille, à l'époque, c'était la même forme, mais c'est entouré de paille. Et pourquoi les bouteilles étaient entourées de paille? Il y avait une raison. Ça date quasiment du Moyen Âge. Parce qu'à l'époque, quand ils ont commencé, parce que le vin se transportait en tonneaux, mais quand ils ont commencé à transporter le vin en bouteille, le problème, c'est que les routes étaient tellement mauvaises, un peu comme au Québec aujourd'hui en 2024, mais là, on était au Moyen Âge. Les routes étaient tellement mauvaises que les bouteilles se cognaient ensemble. Il y a des bouteilles qui cassaient. Là, ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bouteilles, puis on va les mettre dans la paille. Ils se cognent, puis ils ne se brisent pas. Et c'est la raison pourquoi ça a duré pendant des siècles, ces bouteilles-là, enrobées de paille. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a plein d'histoires. Donc, Chianti Rufino, c'est super bon avec les pastas. Eh bien, le week-end est lancé officiellement avec un petit Italien en plus, Mike. Pas cher. God, pas cher. 16 piastres. Wow! C'est fait. Thank you à Mr. White pour les pains à l'ail. Pour les petits pains à l'ail, le goût de... j'ai le goût de manger, c'est ça, j'ai le goût de manger un petit pain à l'ail ce soir. Et là, peut-être... Je prends pas souvent le vin rouge. Mais là, tu me donnes quasiment le goût d'y aller. Non. Moi, je vais me chercher 2 demi-bouteilles. Hey, oui, 2 demi-bouteilles. Je vais être quétaine, puis des fois, quand ma blonde n'aime pas bien acheter de la bouffe faite, mais des fois, un petit break, là. Tu sais, t'en prends une toute faite, là. Soit au Normandin, soit au Costco. Prenez-le celle que vous voulez. La lasagne du Costco est-tu bonne? Elle est très bonne. Bon, elle est très bonne. Ça, du Normandin, t'es écœurant. Pas de taponnage. Normandin. T'es écœurant, vraiment, vraiment, vraiment. Regarde, tu sais, des fois, le jeudi, oui, on a le droit de se gâter un peu, là. Tu sais, donc, le week-end lancé, c'est fait. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate.